Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Suite à sa récente sortie à travers laquelle Maurice Kamto demande à ses militants de se tenir prêts pour une éventuelle insurrection populaire, Abel Limbilobé a réagi en disant que Maurice Kamto est incapable de mobiliser les Camerounais sur le terrain et de battre le RDPC au pouvoir. Abel Limbilobé, ancien conseiller municipal de Douala 5e, remarque que Maurice Kamto, ne pouvant pas battre le Parti du Renouveau, veut seulement se servir de la rue pour accéder au pouvoir. Pour le président Bandakani, Maurice Kamto ne peut pas déclarer aujourd'hui que le code électoral est mauvais alors qu'il prétend avoir gagné les dernières élections présidentielles avec le même code. Quelle contradiction! Suivons maintenant le décryptage des contradictions de Maurice Kamto par le président Bandakani, Limbilobé et d'autres panélistes d'Afrique Média. Suivons. Bandakani, président du nouveau mouvement populaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon cher Hubert Etondi. Je n'insisterai pas sur les dimensions émotionnelles qui ne peuvent pas être passées sous silence lorsque je suis à vos côtés, au regard de la nature pionnière de notre amitié en ce qui concerne ce combat. Merci. Il faut rappeler des faits, ce sont des faits historiques. Vous avez été le premier, parmi les premiers, au commencement de cette dynamique. Et chaque fois que je suis à côté de vous, j'ai le souvenir de cette primordialité géopolitique, politique et panafricaniste. Donc je suis très content d'être à vos côtés ce matin. Ça me fait penser aussi à tous ceux qui étaient au début de cette dynamique. J'ai une pensée pour le docteur Ménissi. Pas à son âme. Et à son âme. Et pour tous ceux qui étaient au commencement de ce combat. Aujourd'hui, quand on voit que c'est devenu un lieu commun et que beaucoup sont à l'aise aujourd'hui sur ce terrain, on peut être fier de ce qu'on a fait. Je voudrais saluer l'équipe technique. Et là encore, je voudrais avoir une pensée pour les pionniers, les techniques, parce que quand je vois un monsieur comme Bassim, par exemple, qui était là, il n'est pas là ce matin, mais je pense à lui parce qu'au début, la fidélité, la persévérance à son poste, vous revenez sur les images qui font défiler des noms. Mon ami Bassim, je voudrais le saluer, c'est là à la maison pour une fois, je lui rends hommage pour la fidélité, la constance en son poste, la loyauté à l'égard de la maison. Je voudrais saluer à travers lui tous les techniciens, tous ceux qui étaient là au début, ceux qui viennent d'arriver, grâce à qui nous pouvons travailler dans de bonnes conditions. Je salue toute la famille matinale de Ligne Rouge. C'est une communauté particulière parce qu'il faut se lever très tôt pour être à Ligne Rouge. Donc à cela, je voudrais marquer mon témoignage, ma déférence, parce que se lever tôt le matin, c'est un signe de fidélité, c'est un signe de foi, n'est-ce pas, à l'égard d'un combat et d'une dynamique. Donc je les salue tous et je salue mes copanélistes, dont tu auras évidemment la primeur de la présentation. Alors, on entre avec vous avant d'aller sur Skype. Je crois qu'il y a Eric Timani, Jean-Samuel Dionodo Yumbi et naturellement deux autres personnes. Alors, je commence avec vous sur ce plateau. Alors, premier sujet, Maurice Kamto fait encore parler de lui. Certains ont dit hier ou avant-hier qu'il sort du bois et cette fois-ci, c'est pour la tenue des élections régionales. Il pose deux conditions. La première condition, c'est seule pour la tenue de ces élections, il faut pour lui un cessez-le-feu dans le cadre de la résolution de la crise anglophone. La seconde résolution, c'est qu'il faut un code électoral consensuel. Bon, M. Berthoud, d'abord, je ne sais pas si le professeur Kamto sort du bois. C'est un homme politique, il maîtrise son agenda politique, il fait ce qu'il veut. Donc je ne m'attarderai pas sur ces aspects-là. Par contre, tout comme je ne m'attarderai pas sur les raisons de ces mots d'ordre. Consensus, tout ça, code électoral, c'est le fait. Je ne commente pas ça. Pour la simple raison que c'est une affaire purement partisane. C'est l'affaire d'un parti, c'est les idées d'un parti, décidées souverainement par ce parti. Je ne m'y mêle pas. Ce n'est pas l'expression de l'ensemble des Camerounais. Toutes les forces politiques du Cameroun ne posent pas ces conditions sur la table, mon cher Bertondi. Donc vous comprendrez que, pour des raisons même de simple rationalité politique, je ne m'y attarderai pas.
Maintenant, pas contre, puisque on s'adresse aux Camerounais les invitant à s'engager au respect d'un mot d'ordre dont la légalité, n'est-ce pas, pose problème. Ben, ce n'est pas à moi de gérer ça. Ceux qui sont chargés de veiller sur les lois dans notre pays, n'est-ce pas, ça, sont devant leurs responsabilités. Quand j'ai dit ça, je commencerai, mon cher Hubert Otundi, puisqu'il est question de savoir, puisque j'ai décidé de ne pas m'attarder sur la valeur des mots d'ordre, sur la valeur, n'est-ce pas, des raisons qui sont mises en avant pour justifier l'appel à la désobéissance civile. Moi, je pense même que il faut, quand vous lisez le libellé de son propos, il a dit, il faut être honnête à ce niveau, il a dit que si les élections régionales étaient convoquées en l'état, il va lancer une grande campagne pour le départ du président Biya. Quand vous dites, c'est ça le libellé. Ah, le libellé, voilà. Oui, le vrai réel. Donc, départ du... il faut restaurer la vérité de ce que les gens disent. Donc, c'est ce qu'il a dit. Parce que j'ai pris le temps de lire. Donc, alors, à partir de là, j'ai 3 préoccupations fondamentales pour analyser, n'est-ce pas, la valeur des mots d'ordre. D'abord, mon cher Bertundi, il faut faire un lien dans la succession des mots d'ordre. C'est important. Pourquoi? Parce que quand on lance des mots d'ordre, mon cher Bertundi, il faut les évaluer. Je ne donne pas les leçons à ce parti. Ils sont autonomes et souverains dans la gestion de leurs problèmes. Mais, puisqu'on s'adresse aux Camerounais et qu'on les engage dans des combats, chez Bertundi, il faut évaluer les mots d'ordre qu'on lance, n'est-ce pas? À l'évaluation, on peut mettre sur la table la question de la prospérité des mots d'ordre antérieurs. C'est-à-dire la prospérité de ces mots d'ordre antérieurs. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que moi, je ne voudrais pas faire comme d'autres personnes qui vont très vite en la matière. Pour dire que, OK, les gens veulent se faire voir. Il y a des gens qui sont en manque d'audience et de tribunes politiques. Ils veulent se faire voir à tout prix. Des gens estiment qu'il y a un boulevard dans lequel il faut s'engouffrer par tous les moyens, au risque de devenir vulgaire, inconsidéré, au risque même de banaliser sa propre parole. Alors il y a des gens qui le disent. Mais moi, je voudrais poser les problèmes plus sérieusement en disant que, bon, est-ce qu'on analyse, est-ce qu'on fait l'évaluation des mots d'ordre qu'on lance? Et pour évaluer non seulement la pertinence et la prospérité de ces mots d'ordre. Parce que si vous vous adressez à des gens plusieurs fois et qui ne vous écoutent pas, il y a deux problèmes. Soit ces gens qui ne vous écoutent pas sont des salopards. Et à ce moment-là, donc, ce peuple camerounais qui s'adresse tous les jours, c'est un salaud. Soit c'est vous qui avez un problème. Soit c'est vous qui êtes en déphasage. Soit c'est vous qui ne comprenez pas, n'est-ce pas, vous ne comprenez pas la sociologie et même la psychologie des personnes à qui vous vous adressez. Deuxième observation, mon cher Bertundi. Il n'y a pas longtemps, on nous avait dit que le président était mort. On nous avait dit que le pouvoir était vacant. Je suis content qu'il y ait sur ce plateau aujourd'hui, parmi les panélistes, les gens qui tenaient telle thèse ici, il y a un ou 2 mois, et c'est vous qui étiez modérateur. On nous a dit que, n'est-ce pas, il y avait un pouvoir vacant à Yaoundé, et que, n'est-ce pas, à la limite, les gens même sont faits sur la mort du président, hein, à un niveau très élevé de ce parti. Bon, moi, je ne sais pas. Comment peut-on lancer une campagne internationale, comme une grande campagne internationale, en vue de faire partie du pouvoir, quelqu'un qui est mort, ou bien qui est en vacances de pouvoir, M. Bertundi? C'est une contradiction grave. Je vous parlais de la succession des mots d'ordre, vous voyez, que les gens lancent. Parce qu'on ne peut pas nous dire aujourd'hui, il y a un mois, on nous a dit un mois, sur ce plateau, on a failli me dépêcher moralement, n'est-ce pas, et mentalement, quand j'ai affirmé que, mais attention, mais vous parlez d'un pouvoir vacant. Il y a des conditions, n'est-ce pas, qui sont établies pour constater qu'un pouvoir est vacant. On dit non, il est vacant. Il est même mort, il ne vit pas. Alors maintenant, comment veut-on lancer une campagne, n'est-ce pas, pour faire partie du pouvoir quelqu'un qui est mort ou bien qui est en vacances de pouvoir? Et l'autre aspect, je t'aimerais par là, qui me semble extrêmement fondamental, c'est la personnalisation vulgaire du régime et son système. Alors on dit, on va lancer une campagne pour le départ du monsieur Biya du pouvoir. Alors, ce qui veut dire que mon cher Etundi, si nous faisons une simple symétrie mathématique, ça voudrait dire que si M. Biya est chassé du pouvoir, le problème du Cameroun est résolu. Bon,
Il y a là une personne. Ah oui, lorsque vous prenez le libellé, le libellé exact, c'est-à-dire le départ il dit de qu'il va Paul Biya, lancer. je précise, vous continuez, je précise parce qu'il faudrait, je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, quand on est sur un thème, on reste sur ce thème. C'est-à-dire qu'on est, le départ de Paul Biya, certains, et vous allez nous dire, le qualifient comme insurrection, c'est-à-dire lancer une insurrection. C'est clair, puisqu'il a dit au cas où. Au cas où, voilà, tout à fait. Les régionales étaient programmées en l'état, n'est-ce pas? Il appellerait à une grande campagne pour le départ du président. Non, mais c'est clair. Quand vous appelez au départ d'un président qui est constitutionnellement établi, qui a le mandat du peuple, ça s'appelle insurrection, M. Mbetoudi. Je voulais c'est clair. précision. Non, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque vous convoquez, n'est-ce pas, lorsque vous convoquez, alors qu'il y a déjà eu élection, vous convoquez le peuple à chasser quelqu'un qui est au pouvoir, c'est l'insurrection, il faut l'assumer. Vous continuez. C'est clair. Non, écoutez, Président, je veux souvent des choses assez claires et précises. Je vous comprends. Je voudrais, tout en continuant, et d'ailleurs à l'attention d'Éric Timani, Jules Meignet, Samuel Dieudono Yumbi, le quatrième invité, on va prendre son nom, je voudrais qu'on soit précis sur ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc, il y a certains qui disent que non, ce n'est pas une insurrection. D'autres disent que c'est une insurrection. Je voudrais que ceux qui apprécient soient clairs là-dessus et qu'on reste dans le thème. Allons-y. Tout à l'heure, je vous parlais de cette tendance à l'ambiguïté. Mais ça ne trompe personne. Les propos du professeur sont clairs. Il dit que si les régionales sont convoquées, il lancera une grande campagne pour le départ du président du pouvoir. Les mots sont clairs, mon cher Bertoudi. Il ne faut pas qu'on joue avec les mots. Les mots sont clairs. D'abord, c'est un défi. C'est un ultimatum adressé à l'État. Ah, c'est un ultimatum. Mais c'est clair. On vous dit que, en fait, on est en train de dire au président de la République, ne convoque pas les régionales. Si tu les convoques, je vais te chasser le pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, merci, on évolue. Bon, maintenant, si après les gens veulent tourner les mots, nous avons le libellé. C'est pour ça que je vous interroge là-dessus et je voudrais qu'on reste dans le thème. Parce qu'il est souvent arrivé ici que des gens viennent convoquer des aspects hors thème et quand on veut les ramener, ils se mettent à faire des problèmes. À ce moment-là, c'est votre rôle. Vous êtes un grand modérateur, je vous fais confiance à ce niveau. J'étais en train de dire que, parce que vous vouliez qu'on précise, et moi je vais au fond de votre préoccupation. Je vous dis qu'on a donné l'ultimatum. C'est un ultimatum. On a dit au président du Cameroun, ne convoque pas les régionales. Si tu les convoques, moi, président du MSC, professeur Maurice Kamto, je vais lancer une campagne visant à te chasser du pouvoir. C'est dit et c'est clair, mon cher Bertundi. On peut faire tout ce qu'on veut de manière formelle, dans la lettre, même dans le fond de ce libellé, c'est l'insurrection. Il ne faut pas que les gens aient peur d'assumer leur démarche. Donc je terminerai avec, n'est-ce pas, le troisième élément de mon package argumentaire. J'étais en train de vous dire que lorsqu'on dit qu'on va chasser le président Biya du pouvoir, ça suppose que le problème du Cameroun, c'est la personne du président Biya. Alors, il y a là une personnalisation du débat politique et de l'enjeu politique dans notre pays, et même en Afrique, qui est très inquiétant. Mon cher Bertundi. Et vous savez que depuis 10 ans que nous nous battons ici, il a toujours été question d'éviter la personnalisation, n'est-ce pas, des enjeux politiques en Afrique, parce que ça fausse complètement le débat. On met de côté le vrai enjeu en africain, à savoir la libération du continent africain, sa libération. On met de côté, on truque le débat politique en remplaçant les enjeux de libération par les enjeux liés à la tenance néocoloniale et à la démocratisation néocoloniale qui est dans une impasse que maintenant personne ne peut plus nier dans toute l'Afrique. Une impasse trentenaire, 30 ans, mon cher Bertundi, d'alternance néocoloniale. Chacun doit faire le bilan. Et on voit ce qui se passe dans tous les pays africains. Les militaires reviennent au pouvoir partout, n'est-ce pas? Les pays qu'on a longtemps présentés comme étant des vitrines de la démocratie sont dans une situation quasi catastrophique, en particulier dans le précaré français, permettez-moi l'expression. Donc, n'est-ce pas, continuer à personnaliser vulgairement les enjeux politiques dans d'autres pays me semble une démarche, n'est-ce pas? On n'est pas dans le sujet. Allons-y. Là. Oui, me semble une démarche qui masque la compromission de ceux qui portent de tels mots d'ordre avec l'Occident. Merci à vous pour cette entrée. Abel Elimbilobe.
Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Afrique Média. Bonsoir Bachir, comme ça fait longtemps, je ne vous ai pas vu. Et les autres aussi. J'espère que vous allez bien. C'est vous qui aurez dû me le demander. Mais enfin, vous voyez que moi, je me porte bien. En tout cas, ça se voit que vous vous portez bien. Oui, avec quelques petits soucis de voir jusqu'à quel point certains de nos compatriotes peuvent être dans l'égarement. Alors, quand vous parlez d'égarement, justement, pourquoi ne pas rentrer par là? Vous parlez d'égarement de certains compatriotes. Est-ce que vous faites allusion, vous également, à cette sortie du professeur Maurice Kamto qui a carrément menacé le régime d'insurrection? Non, oui, je fais allusion à ça parce que, vous savez, nous sommes dans l'opposition depuis très longtemps. On a combattu contre le régime du président Biya. Et nous avons eu pour principal adversaire des idéologues de ce régime comme M. Kamto en passant, qui estimait que ce régime était très bien. Et M. Kamto, heureusement que vous, les gens comme vous, les Bachir et les organisations médiatiques, qui sont en quelque sorte des archives, vous existez pour nous permettre de savoir qui a fait quoi, à quel moment on a dit quoi, de telle sorte que les gens ne se prévalent pas de manière péremptoire de virginité qu'ils n'ont pas. Parce que la question aujourd'hui, c'est que quand j'entends le monsieur qui venait de s'exprimer, voilà, il s'exprime comme si le monde venait de commencer, comme si les gens n'ont pas de passé, ou qu'ils avaient la capacité d'absoudre le passé des uns et des autres, effacer nos mémoires. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi reconnaître ces erreurs du passé? Mais écoutez, si vous-même vous reconnaissez que c'était des erreurs, vous êtes mal parti pour être celui qui indique aux gens la voie. C'est ça le problème. C'est que quel est ce pays où les gens ont commis des erreurs et c'est eux qui sont à la une, qui veulent nous dire, oui, on a commis des erreurs, d'accord, mais voilà la voie. Mais pendant que vous commettez des erreurs, il y en a qui sont dans la voie. Celle-là que vous venez retrouver. Vous devez donc avoir l'humilité de retrouver la voie que vous considérez comme la bonne aujourd'hui, mais savoir que vous devez vous faire guider dans cette voie. Est-ce qu'on ne peut pas y apporter une touche nouvelle, comme ce qui semble se dégager à travers le MRC? On ne dit à personne de ne pas inventer le fil à couper du beurre, sauf que vous trouvez que le fil à couper du beurre existe. Vous savez, il y a un proverbe rwandais qui dit que vous avez beau vous réveiller très tôt le matin, vous trouvez que la route existe. Les gens ont créé la route avant vous, ils ont marché dans la route. Vous ne pouvez pas essayer de vous battre pour donner l'impression que vous êtes l'inventeur de la route qu'il faut suivre. Et tout cette espèce de diatribe que je viens d'entendre, moi, ça me fait rire parce que quand je le vois parler avec la hargne, il risque même d'attraper un AVC parce qu'il a l'impression qu'il dit des choses nouvelles, il a des incantations. Et ça me rappelle mes 26 ans, mes 27 ans. Et nous avons appris que ce n'est pas très productif. Ce n'est pas très productif d'abord parce que quand vous faites les choses comme ça, vous ne prouvez en rien que vous êtes meilleur par rapport à ceux qui sont en place. Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas de démontrer que le régime qui gouverne le Cameroun est mauvais. Prendre la parole pendant 3 heures de temps pour dire aux gens qu'on n'a pas fait les routes, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité. Quand j'entrais à l'université de Yaoundé en 84, il n'y avait pas l'eau. Et il n'y a toujours pas l'eau. Et donc, ce n'est pas nouveau. Donc, ce n'est pas nouveau. Ok. Ce que les populations qui aspirent au changement voudraient attendre de nous, c'est quelle est la méthode pour obtenir les évolutions politiques souhaitables. Et l'insurrection ne fait pas partie de cette méthode. C'est une question de principe. Même si c'est ce qui est à la mode, Abel Elimbilobe. Eh bien, écoutez, ceux qui veulent considérer les voies insurrectionnelles comme étant à la mode sont peut-être un peu amnésiques. Ils lisent l'histoire d'une manière qui est tout à fait bizarre. Je prends l'actualité.
à témoin. Le Mali. Oui. Mais le Mali, sa vie insurrectionnelle, quasi permanente, a commencé avec le président Modibo Keïta, qui était élu démocratiquement, qui est le père de l'indépendance du Mali. Qu'un lieutenant a renversé, qui s'appelait Moussa Traoré. Moussa Traoré, avec tous les discours, avec toute l'emphase, où il s'était autoproclamé justicier qui devait rendre au peuple malien, je ne sais pas, la liberté, la dignité, la prospérité et tout. Moussa Traoré est devenu un dictateur pire. Je crois que tous ceux qui avaient dansé le jour où il a renversé Modibo Keïta ont regretté. Et personne n'imaginait que Moussa Traoré allait rester au pouvoir 19 ans. Et il a plongé le Mali dans la nuit, sur le plan économique, sur le plan politique. La démocratie avait été bâillonnée, les opposants avaient été jetés en prison. Il a mis le parti unique en place, la corruption a régné comme on n'a jamais vu. Et c'est les mêmes militaires qui se sentent investis de la mission divine d'être les redresseurs de tort. Pourtant, Moussa Traoré était un militaire. C'est les mêmes qui l'ont renversé. Et Toumani Touré a pris le pouvoir. Et Toumani Touré a été renversé par les mêmes militaires qui ne se satisfont finalement plus de rien du tout. Même des gens sortis de leur propre rang. Chacun à son tour se prévalant d'être un envoyé de je ne sais qui. Ils ont renversé Moussa ATT. Et Alpha Oumar Konaré est arrivé au pouvoir. C'est le seul civil qui a conduit les affaires du Mali dans le temps qui lui était imparti, conformément à la Constitution. Il est parti et c'est ceux qui ont repris les affaires, qui étaient les admirateurs des coups d'État. Parce que ce monsieur qu'on est en train de renverser là, qui est venu après... Ibrahim Boubacar Keïta, vous dites? Ibrahim Boubacar Keïta, qui est venu après Alpha Oumar Konaré. Je crois que c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Il y a Sanogo. Il y a eu Sanogo, coup d'État également. Coup d'État, voilà. Voilà, sous coup d'État. Et puis, Boubacar Keïta. Les souteneurs, les soutiens des différents coups d'État. Le voilà qui est renversé. Et l'opposition qui n'arrive pas à gagner les élections, c'est elle qui se dévoie en soutenant le coup d'État. C'est de ça qu'il est question. Quel est ce type d'opposition aux convictions politiques à géométrie variable? Et ce comportement perd les électeurs démocratiques. C'est à cause de ce comportement que dans la plupart des pays, le taux d'abstention n'arrête pas de monter. Parce que les peuples ne se retrouvent plus dans les personnes qui prétendent porter leurs aspirations. Tellement ils n'ont aucun principe qui gère leur vie. Aujourd'hui, pour revenir au cas du Cameroun, vous avez des gens comme M. Kamto qui nous disait hier que le Conseil constitutionnel sa parole est dogmatique, qu'elle est non-variétour, qu'on ne doit pas s'opposer à ça. Le voilà aujourd'hui qui refuse d'accorder au Conseil constitutionnel la même présomption d'absolutisme. Monsieur Kamto, c'est celui qui nous disait que Paul Biya est un homme d'État. Aujourd'hui, il veut nous démontrer avec les discours incantatoires, comme ceux que je viens d'entendre, que Paul Biya est le pire des acteurs politiques. Pourtant, Paul Biya n'a pas changé. Très bien, je reviens à vous tout à l'heure. Vous voyez Paul Biya aujourd'hui, tel nous on le voyait quand Kamto entrait au pouvoir. Je vais revenir à vous. Le temps de permettre à tout un chacun de dire un mot là-dessus. Ce genre de comportement, eh bien, ça nous prédispose à dégoûter nos peuples
de la politique, à donner à nos peuples le sentiment que la politique, c'est un monde où on joue à un jeu qui n'a pas de règles, où on peut donner toutes sortes de coups, on peut dire une chose aujourd'hui, dire son contraire, dire qu'on va aux élections. Merci Abel Limbilobé. Je reviens à vous. Après venir nous dire que non, les conditions sont pas on va aller à Yaoundé. Je reprécise que c'est la première thématique. Maurice Kamto appelle au départ du président Paul Biya si jamais les élections sont lancées, les régionales sont lancées en l'état actuel du code électoral non consensuel, ce sont les termes, et notamment de la crise anglophone dans sa résolution sans le cessez-le-feu. Et je reste dans le contexte, le paratexte et le support des déclarations du professeur Maurice Kamto, où je le rappelle de manière précise que dans son contenu, le contenu de sa déclaration est même relayé par médias interposés au plan national et international. C'est si les élections sont convoquées dans cette situation, il lance une vaste campagne du départ du président Paul Biya, cela égale insurrection. Alors, et je voulais qu'on se le reprécise, et vous-même, vous venez de le redire. Alors, Samuel Dionodor Yumbi, vous avez aussi entendu la déclaration du professeur Maurice Kamto, le leader du MRC. Alors, quelle est la lecture que vous faites? Est-ce qu'aujourd'hui, lancer les élections au Cameroun, en fait, est-ce que le président Paul Biya n'a pas le droit ou n'a pas la légalité ou la légitimité de pouvoir convoquer les prochaines élections? Quelles sont les marges de manœuvre de Maurice Kamto pour pouvoir poser ses revendications et aller jusqu'au bout pour peut-être donc aller à cette vaste campagne de départ du président Paul Biya? Je parle là avec Samuel Dionodor Yumbi. Oui, bonjour, monsieur Albert Toundi, et bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, cette jeunesse panafricaine scotchée qui nous regarde tous les matins très tôt sur les lignes rouges. Également, un bonjour de civilité à tous les techniciens qui, grâce à eux, aujourd'hui, nous avons des images sur multiplex qui permettent de travailler. Et je voulais apporter aussi un grand bonjour à M. Bandakane sur le plateau central là-bas. Et je voulais également un grand bonjour aussi à tous les panélistes, les co-panélistes qui sont là. Et pour revenir, pour dire M. Hubert Toundi, nous avons en face de nous aujourd'hui un citoyen lambda, soi-disant qu'il est président d'un parti politique légalement officiel au Cameroun, mais qui demeure tout simplement un citoyen lambda, qui veut venir à l'encontre des lois camerounaises. Je pense que vous avez vraiment sur le plateau un citoyen comme M. Bandakane, président d'un parti politique aussi, qui est en train de se dissocier sur le comportement et le langage d'un parti politique qui n'est pas représentatif, comme lui aussi sur le plan national, qui démontre déjà quelle est la facette de cet individu qui a pris la peine de vouloir se mouvoir en demandant aux Camerounais si le président, son Excellence, M. Paul Biya, voudrait déclencher des émeutes au Cameroun, ça sera tout simplement parce qu'il va convoquer le collège électoral pour les régionales au Cameroun. Nous trouvons ici que vous avez les paroles d'un affabulateur, d'un délinquant politique, d'un délinquant intellectuel, qui vient aujourd'hui, ayant tout perdu, ayant été lâché de partout, sous sournoisement encore maintenu par certains pays, par certains de ces chambres, petits lobbies encore au niveau des États-Unis. Il se retrouve qu'aujourd'hui, il faudrait tout simplement faire face pour dire aux Camerounais, voilà, nous devions sortir pour une désobéissance. La désobéissance civile en est une autre. Mais demander le départ du chef de l'État, ça veut dire que ce n'est pas au fait de la désobéissance civile qu'il est en train d'appeler. Il est en train d'appeler à une insurrection.
Et je voudrais ici, vous allez être d'accord avec moi ici, pour dire, M. Maurice Kamto, de son temps, en tant que ministre délégué à la justice, qui avait bien travaillé sur le nouveau code pénal, et l'article 116 sur l'insurrection nous dit est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans celui qui, dans un mouvement insurrectionnel, provoque ou facilite le rassemblement des insurgés par quelque moyen que ce soit, empêche pour quelque moyen que ce soit la convocation, la réunion ou l'exercice de la force publique ou s'en empare, envahit ou détruit les édifices publics ou privés, détient ou s'empare d'armes, de munitions ou d'explosifs, porte un uniforme ou un costume ou un autre insigne officiel civil ou militaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous demandez aux Camerounais de se mettre prêts, que si un gouvernement qui travaille qui est constitutionnellement assis, qui travaille pour le bien-être des concitoyens, pour le bien-être de ces populations, vous demandez maintenant à certains, pas au peuple camerounais, à certains de vos sympathisants d'être prêts pour sortir. Et quand ils sortiront, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont casser les édifices, ils vont tout détruire, tout simplement parce qu'il faudra appeler l'intervention des États, des pays occidentaux au Cameroun. Nous trouvons qu'actuellement, nous avions en face de nous cet homme lambda qui veut à tout prix aujourd'hui mettre une panique dans la cause, dans la tête des Camerounais pour faire valoir son identité en tant que président d'un parti politique qui est déjà à la dérive et qui se sentant lâché par le grand lobby qui est français. J'ai ici une lettre avec moi dont M. Maurice Kamto a eu à demander un soutien auprès du pays ami qui est la France, qui malgré certains de nos regards qui sont aujourd'hui différents sur les accords entre partenariats entre la France et le Cameroun, mais nous restons quand même deux pays frères. Mais M. Maurice Kamto s'est senti lâché au niveau de la France. Aujourd'hui, il voudrait tout simplement provoquer lui et ses sympathisants, et ses peu de sympathisants, une révolte pour aller en symbiose avec ces sécessionnistes qui sont soutenus aujourd'hui par certains lobbies aux États-Unis. Et nous allons dire tout simplement ce matin à tous les Camerounais sympathisants du FRC qui sont là, de savoir que le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun n'appartient à aucun parti politique. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais et il appartient à l'État, le gouvernement actuel au pouvoir, qui peut être demain, nous ne savons pas de quel parti, de prendre soin sur la protection des personnes et des biens au Cameroun. Tout individu qui va aller à l'encontre de ces lois sera puni sévèrement. Mais je voudrais ajouter ceci, M. Maurice Kamto ne sera pas ce martyr qu'on enverrait en prison, mais il sera ce martyr qui restera dans sa maison, malgré que ce mode est lancé, connaissant la malhabilité de son excellence M. Paul Biya, qui ne veut pas laisser après son départ certains stigmates de haine entre les Camerounais. Il prendra toujours cette malhabilité de sa manière de laisser M. Maurice Kamto vivre par les Camerounais qui vont défendre eux-mêmes les institutions que nous avons et les acquis que nous préservons jusqu'à nos jours. Puisque là encore, je voulais tout simplement m'arrêter là, M. Hubert Tondi. Merci à vous, Samuel Ndor Yumbi, Alain Jules Meignet. Je viens à vous, mais avec une nuance qui d'ailleurs a été déjà relevée par les premiers intervenants. Merci d'être avec nous ce matin. Alors la nuance, c'est quel est le jeu ou quels sont les enjeux ici? Les enjeux sont
sont-ils, ou les jeux et les enjeux, sont-ils les enjeux de l'amélioration du système, ou tout au moins de la situation peut-être de vie des Camerounais et autres, ou alors la guerre de personnes, ou la guerre des réseaux, ou la guerre de clans? Parce que là, je reviens sur ce message qui est clair: lancer une campagne pour le départ de Paul Biya. D'ailleurs, si la réalisation peut, il y a 2 journaux qui ont titré là-dessus, il y a Le Jour et Le Messager, c'est clair là-dessus. Alors, Jules, mais je voudrais qu'on soit précis là-dessus et j'insiste. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Monsieur Etoundi. Bonjour à tout le monde là, qui est scotché sur votre chaîne, bien évidemment, vos téléspectateurs. Bonjour Monsieur Bandakani, que je suis heureux de retrouver sur un plateau. Bonjour Monsieur Yumbi, bonjour Monsieur Timani, bonjour Monsieur Chumbu, je crois que c'est bien ça. Et bien évidemment, tous les gens qui sont avec nous. Alors, moi pour commencer, effectivement, par rapport à votre question, il y a quelque chose que j'ai envie de dire, tout de go comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans l'ordre de la fantasmagorie. Il n'y a absolument rien. Je veux dire, ce sont des propos, à mon humble avis, bien évidemment, qui ne représente que la personne qui, n'est-ce pas, profère ce genre de propos, des propos martiaux, comme l'a fait monsieur Timani tout à l'heure. Alors, il nous a parlé d'humanisme. Est-ce que ces propos relèvent de l'humanisme quand on veut profiter, en fait, du nozo, alors que ce monsieur, il n'est jamais allé au nozo. Je crois qu'il vit au Cameroun quand même. Il serait allé au nozo, ce serait plus crédible. Alors, si on va dans l'humanisme, je peux dire que c'est une espèce d'humanisme galvaudé, comment dire, dénaturé complètement, instrumentalisé à des fins tristement politiciennes et surtout mercantilistes. Il faut le rappeler. Alors, les gens ne comprennent pas peut-être ce que je suis en train de dire, mais sachez qu'il y a quelques jours, je crois que c'était le 12 août dernier, où ce monsieur a lancé une nouvelle cagnotte. Donc, aujourd'hui, moi, le MRC, sincèrement, n'est pas un parti politique. Le MRC est peut-être une ONG ou à défaut un petit groupuscule, c'est-à-dire qu'une secte qui travaille juste pour quelques individus, mais pas pour le Cameroun. Alors, quand je parlais tout à l'heure de l'ordre de la fantasmagorie, je vais y arriver, mais c'est simplement parce que quand on voit ce qui se passe, il faut que les gens fassent un peu une introspection. Il y a eu combien de mots d'ordre depuis par ce monsieur, par ce parti-là? Comment on n'arrive pas à analyser tous les échecs? Et aujourd'hui, effectivement, c'est de l'ordre de l'insurrection. C'est-à-dire qu'on se lève un matin, on fait une transposition entre le Mali et le Cameroun. Je crois que là, ça veut dire qu'on est un amateur politique. On ne connaît ni les Camerounais, ni les Maliens. Ensuite, on nous dit, si il y a, n'est-ce pas, une date pour les prochaines élections régionales, on va lancer un mot d'ordre qui sera très fort. Et vous avez parlé tout à l'heure des journaux qui titraient, n'est-ce pas, de manière outrageuse, voilà, Maurice Kamto durcit le ton, etc., etc. Mais il durcit le ton. Mais la vérité, elle est simple. Il n'a pas les moyens de sa politique. Sachez-le. Donc, c'est pour cela que je dis que aujourd'hui, c'est un acteur, c'est un comique, c'est un acteur de théâtre. C'est-à-dire que, j'entendais M. Timani tout à l'heure, c'est plutôt M. Kamto qui est à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'il est dans l'impasse la plus totale. D'ailleurs, est-ce que les membres de son parti pourront être candidats à ces régionales? Il est hors jeu lui-même. Et aujourd'hui, je crois que ce monsieur doit pleurer tous les soirs. Il se dit, mais pourquoi j'ai boycotté les législatives et les municipales? Aujourd'hui, les qui au juste? Est-ce que M. Timani sait les qui, je mets ça entre guillemets, votent pour les régionales? Ce sont bien évidemment les grands électeurs qui sont les chefs de village, ce sont les élus. Donc, il est hors jeu sur ce plan-là. Et maintenant, ramener le nozo là-dedans, et je vous dis que c'est mercantiliste simplement parce que il a lancé une nouvelle cagnotte où il inclut le nozo, bien évidemment, où il parle de la rentrée scolaire prochaine, où il parle de l'extrême nord, où il y a la guerre, et donc il faut une collecte de fonds pour aider les familles qui sont en souffrance, les déplacés, etc., etc. On sait que c'est de la propagande, et c'est une propagande mensongère. Et ce sont des propos, je veux parler de son mot d'ordre là, qui relèvent finalement, on parlait des autorités camerounaises.
qui laisse faire en réalité. Mais ce monsieur, avec ces propos-là, qui n'ont aucun sens, est simplement en train de défier le pouvoir. Je me dis que c'est une prose morbide et mortifère. Et après, les gens crieront au loup quand, par exemple, les autorités le mettront peut-être en prison. Parce que là, il appelle à un coup d'État. Les choses sont très claires. Il demande aux forces de sécurité, j'ai bien lu son communiqué, d'être prête. Il demande au peuple d'être prêt. Qui est-il au juste? Monsieur Yumbi le disait tout à l'heure, c'est un citoyen lambda. Est-ce que vous croyez que moi, Alain Jules Meignier, je vais arriver au Cameroun, je lance un mot d'ordre, je demande aux gens de se déplacer, aux gens d'aller à la poste centrale, comme on a vu, et ce sont ces gens, ces propagandistes-là. Je sais qu'il y a un jeune Camerounais, M. Chouaïbala, qui aujourd'hui se retrouve en prison. C'est-à-dire que ce monsieur, il lance les gens dans un combat nullissime, un combat qu'il sait qu'il ne peut pas gagner, dans la rue, et ce sont ces gens-là qui vont se retrouver en prison. Mais lui, il restera chez lui, comme M. Yumbi l'a bien dit. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est en face depuis 2018, je crois, bien évidemment, quand il revendiquait une victoire qu'il n'a jamais pu obtenir, parce que quand on n'a pas la capacité d'avoir 5000 scrutateurs dans les bureaux de vote, on ne peut pas prétendre avoir gagné l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, quand on connaît la configuration infrastructurelle du Cameroun, on sait que les résultats ne peuvent pas arriver au bout de 10 heures. Voilà, on ne peut pas les collecter, c'est pratiquement impossible. Donc, c'est de la déblatération, c'est-à-dire qu'à nul effet, bien évidemment. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui parle, il parle depuis 2018, il raconte des conneries, mais ça ne passera pas. Parce que le Cameroun, ce n'est pas le Mali. C'est ce que je peux dire pour l'instant à propos de cette sortie hasardeuse. Et je suis désolé par rapport aux journalistes, n'est-ce pas, qui font de cette prose, je disais tantôt, morbide et mortifère, quelque chose de sérieux. Ce n'est pas sérieux, c'est de la fantasmagorie. Voilà. Merci à vous, Alain Jules Meignier. D'ailleurs, j'observe dans votre discours et dans votre argumentaire une gradation dans la qualification du message essentiel de cette campagne. Au-delà, à côté d'insurrection, vous avez fait une gradation, je crois que c'est ça, vous venez de parler d'un coup d'État. Alors, évidemment, c'est vous qui assumez cela. Je crois qu'on va rester avec vous avant de revenir sur ce plateau. Samuel Dionodor Yumbi est avec nous. Alors, Samuel Dionodor Yumbi, vous venez de démontrer là qu'en principe, le cadre légal, le cadre actuel autorise le président de la République pratiquement à convoquer ces échéances. Oui, c'est cette échéance électorale, les régionales. Alors, la question qui se pose est celle de savoir comment vous appréciez, comment ces propos de Maurice Kamto ont été perçus par vous là-bas. Vous êtes à la diaspora. Il faudrait que vous puissiez nous dire un peu comment c'est perçu, quel est le sentiment ou les réactions qui sont là-bas et les analyses qui sont faites. Samuel Dionodor Yumbi. Merci, M. Hubert Toundi, de m'avoir amené cette question plus précise comme ça. Nous, de la diaspora, en tant que Camerounais, nous sommes tous Camerounais, mais nous remarquons tout simplement que M. Maurice Kamto manque de la maturité politique, manque de la connaissance sur l'anthropologie des ressources humaines des Camerounais. Il est défaillant, il est en déphasage avec les Camerounais. Et quelque part, nous trouvons tout simplement que M. Maurice Kamto est dans sa perversité de croire à un Cameroun fictif à laquelle il a dans sa tête avec certains de ses amis qui sont tapis dans l'ombre, pense détourner les Camerounais face au respect de leurs institutions que nous avions nous-mêmes bâties et pense dérouter les Camerounais à la majorité qui ont voté à 71,22%, son excellence M. Paul Biya, lui et ses sympathisants, croyant qu'ils pourront apporter une psychose dans la tête des Camerounais, nous, de la diaspora, nous pensons tout simplement que c'est quelqu'un qui ne mérite pas aller en prison, parce qu'il voudrait aller en prison
pour avoir une porte de sortie par la prison où il se mettra là-bas pour se dire qu'il est le Mahdi et c'est l'État qui l'a mis en prison. Non, nous voulons qu'au pêchoir de ses connaissances en tant que l'homme juridique, en tant que ce super avocat international, qui se rend compte que ces Camerounais, avec ces qualités de ressources humaines, qu'il a voulu induire en erreur, que nous soyons ceux-là qui allons déstabiliser notre propre pays, de lui montrer qu'il doit être en liberté et voir comment le Cameroun va aller, parce qu'il n'y a pas de 25 millions de M. Maurice Kamto au Cameroun. Il n'y a qu'un seul M. Maurice Kamto et un seul Maurice Kamto qui n'a pas pu avoir sur les 10 613 conseillers municipaux au Cameroun, ne serait qu'un seul aux dernières élections. Sur les 180 sièges de députés, il n'est pas représentatif dans le Parlement camerounais. Et sur les 24 000 bureaux de vote, il n'a pas eu à avoir la possibilité d'avoir 24 000 Camerounais à chaque bureau de vote. Donc nous avons en face de nous aujourd'hui un imposteur. Et nous, la diaspora, nous condamnons sévèrement les propos de M. Maurice Kamto et pour dire à M. Maurice Kamto qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'État qui provoque, mais c'est les citoyens camerounais qui provoquent, parce que nous ne pouvons pas accepter l'anarchie au Cameroun. Le Cameroun n'est pas une république bananière et nous ne pouvons pas accepter encore que de tels propos viennent d'un Camerounais qui va venir déstabiliser le Cameroun tout simplement parce qu'il a besoin de se faire asseoir ou de pouvoir apporter ce que et faire le sale boulot que certains bandits cachés, masqués, sont en train de lui demander de le faire. Et nous disons donc à M. Maurice Kamto aujourd'hui, il a souvent dit game over, mais nous voulons tout simplement le lui dire aujourd'hui, nous de la diaspora, et tous les Camerounais qui sont de bonne foi, de bonne moralité, qui préservent ses acquis, que the time is over. Nous lui donnons un game over aujourd'hui, qu'il arrête, parce que ce n'est plus le Cameroun, ce n'est plus son excellent M. Paul Biya qui est attaqué, mais c'est la civilité, c'est la qualité des Camerounais aujourd'hui, c'est nous qui sommes froissés d'entendre un Camerounais vouloir nous imposer un ultimatum. Et nous disons non à cela, M. Hubert Etoudi. Merci à vous, Samuel Dionodor Yumbi. Alors, Stéphane Tchoumbu, que j'ai aperçu et qui d'ailleurs est là. Bonjour, bienvenue à cette édition de Ligne Rouge avec vous. On entre par la même porte d'entrée qu'avec les autres, c'est-à-dire comment vous avez apprécié les déclarations de Maurice Kamto. Je rappelle qu'il pose deux conditions pour la convocation du corps électoral, j'y arrive forcément, pour la prochaine élection, les prochaines élections régionales. Il pose deux conditions, à savoir résolution de la crise anglophone par le cessez-le-feu et seconde condition, c'est-à-dire la refonte du code électoral, un code qui pour lui doit être consensuel. Alors si cela n'est pas fait et que le corps électoral est convoqué, il va appeler à une campagne du départ de Paul Biya. Pour certains, c'est une insurrection, un appel à l'insurrection, et pour d'autres, Alain Jules Meyen vient de le dire, c'est un coup d'État. Quelle est la lecture et l'appréciation que vous faites sur cela? Bonjour, Hubert Etoudi, bonjour à tous les co-panélistes. C'est un réel plaisir pour moi d'être là ce matin. Mais je suis un peu très déçu quand j'écoute la plupart. J'ai l'impression qu'il y a une fixation sur la personne de Maurice Kamto. Ça me pose véritablement problème. Bon, peut-être ils sont aussi dans leur logique, c'est-à-dire le dénigrement de l'homme, monsieur Maurice Kamto. Mais vous ne pouvez pas enlever dans la conscience, l'imaginaire populaire que Maurice Kamto aujourd'hui représente un homme politique efficace pour notre société qui repose le débat. La preuve en est que c'est lui qui décide finalement de la météo politique. Il y a une opération de communication politique et même de marketing politique qui se fait aujourd'hui. La preuve, c'est que depuis sa déclaration, vous aviez toutes les sorties, que ce soit du gouvernement, que ce soit nous, les médias, on en parle. Donc, ce n'est pas la petite personne dont on veut nous faire présenter. C'est un homme qui a un certain statut politique, qu'on sait très bien qu'on a peur de lui. Et moi, j'aurais aimé qu'on se penche plutôt sur ce qu'il a évoqué. En fait, vous aviez évoqué ici la cessation de la guerre dans nos eaux et la réforme de manière consensuelle du système électoral. Est-ce que ce que M. Maurice Kamto évoque est un mensonge? Non.
Le Cameroun, aujourd'hui, nous avons un code électoral qui a été une imposition de manière unilatérale du régime de M. Biya au Camerounais, qui n'a pas bénéficié du consensus de toutes les composantes sociologiques. Et ce code électoral garantit la pérennité du régime de M. Biya. Donc, même si vous faites n'importe comment, tant que nous avions ce code, M. Paul Biya par les élections, on ne pourra jamais le battre, son régime va perdurer. Et la démonstration était que dans la cohérence politique de M. Kamto, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, nous allons aller dans ces élections. Il allait dans ces élections et il a démontré non seulement au peuple camerounais, mais à la communauté internationale que, vous voyez, au Cameroun, c'est de l'escroquerie, du banditisme politique, les élections. Donc, on ne peut pas battre M. Biya par cette voie. Donc, il a utilisé la voie constitutionnelle et institutionnelle pour dénoncer. Jusqu'à lancer, tendre même la main tendue, dit, je veux qu'on sorte ce passif. J'aimerais qu'on s'entende sur le jeu électoral. Mais vous aviez un régime condescendant qui n'écoute pas, qui ne veut rien décider. Il évoque la cessation de la guerre dans le Nord. Nous sommes exactement aujourd'hui à plus de 888 jours aujourd'hui que nos frères sont en train de mourir. Sur les carreaux, nous avons plus de 4000 morts dans le Nord. Vous aviez 500 000 déplacés. On ne vit plus. Une guerre. On sait très bien qu'il faut faire asseoir les Camerounais entre eux et de discuter. Mais Paul Biya décide de mettre sur pied un schéma qui lui permettra de ne pas remettre en question l'hypercentralité de son pouvoir. Et ça nous cause un problème. J'ai l'impression que ceux qui sont en face de nous, ils sont vraiment dans leur campagne, etc. Mais ça me cause un problème parce que finalement, le malheur de nous les Camerounais, c'est que vous aviez des gens, aussi vrais qu'ils veulent supporter M. Paul Biya, mais n'ont pas quand même cette sincérité de dire, mais où en sommes-nous? Mais M. Biya, depuis 38 ans, quel est le fonctionnement de notre pays? Les choses n'avancent pas. Ils sont conscients, ils le savent, tous qui nous regardent, tous qui nous écoutent, tous avec qui nous débattons. C'est de ça qu'il est question. Notre problème aujourd'hui, c'est de restaurer la dignité du Camerounais lambda. Je ne vais pas évoquer ces chapelets de problèmes qui existent aujourd'hui au Cameroun. Le pays va mal. La République va mal. Quand je prends avec l'émergence aujourd'hui des clans autour de M. Paul Biya, vous voyez, vous aviez vu un monsieur, soi-disant présenté comme un industriel camerounais qui détient les chaînes de communication, qui enregistre les hautes personnalités de notre pays, qui enregistre les combines d'État, qui enregistre, et vous avez vu comment ça se passe, et qui donne des instructions, qui gronde comme il veut. Est-ce que le Camerounais veut? Où est M. Paul Biya pour sanctionner tout cela? Donc, c'est la preuve parfaite que nous sommes dans une crise institutionnelle. Donc, M. Biya n'a plus les manettes de la République, rien n'avance, et les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Mais à un moment, il faudrait donc prendre notre destin en main. Celui de dire que, mais on ne peut pas continuer comme ça. Vous avez un gouvernement qui n'écoute pas, qui ne veut pas dialoguer, alors que la démocratie en elle-même, c'est une école de gestion de contraire, qui amène souvent les personnes qui n'ont pas la même vision des choses à s'asseoir ensemble, à discuter, à s'écouter, et même à décider de manière consensuelle. Mais ce n'est pas le cas du régime de M. Biya, qui empêche tout débat, qui estime que ce n'est pas la répression qu'il faut faire taire. Et j'entends des gens dire, oui, vous appelez à l'insurrection. Écoutez, que vous dites insurrection, n'importe quoi, nous, on s'en fiche. Le plus important aujourd'hui, c'est que si le peuple est celui-là même qui doit être au centre des orientations politiques, qui doit coordonner l'action politique dans notre pays, à un moment, c'est pour ce peuple qu'on parle. Si ce peuple se sent mal, donnez donc la possibilité qu'on puisse s'expliquer, et c'est de ça qu'il est question. Vous avez donc, le Cameroun a été sevré plus de 20 ans d'un véritable leader de partis d'opposition, parce que la plupart, c'était des gens qui accompagnaient M. Paul Biya. Mais vous aviez quelqu'un qui a décidé aujourd'hui de porter les aspirations profondes de ce peuple et qui dit, si rien n'est fait, rien n'avance, on ne va pas continuer à accepter cette sempiternelle moquerie du régime de M. Biya. Il est l'heure donc de stopper. Et ce sont des véritables révolutions reconnues à tout peuple. Et le droit insurrectionnel, c'est un droit reconnu. Personne ne peut le démontrer. Lorsqu'un peuple estime qu'à la tête de son État, vous avez des mécréants, des gens qui n'ont pas passé le temps à travailler pour ce peuple-là. Mais le peuple a le droit aussi de rétablir cet ordre des choses. Donc, vous n'allez pas empêcher à ce peuple de se lever et de dire « c'est de trop ». Donc, ne venez pas fantasmer sur le plateau, raconter ou bien se verser, faire une fixation sur la personne de Moïse Kamto. Proposez-nous notre personne. Vous qui avez, proposez-nous d'autres solutions pour résolver ce pays-là. Mais vous n'aviez pas. Mais la seule solution aujourd'hui, c'est de dire que nous allons nous engager
pour que les choses puissent être meilleures. On ne peut pas accepter cette condescendance de ce régime-là. C'est de trop. Il faut que ça stoppe. Et ça, nous le faisons. Nous n'avons pas de problème avec des individus. Le plus important, nous attaquons ceux qui ont provoqué cet état de délabrement de notre pays. Et c'est de ça qu'il est question et personne ne pourra nous empêcher. Donc, à un moment, soyons sincères. Soyons des gens qui sont attachés et qui comprennent véritablement qu'est-ce que le peuple camerounais veut. Nous souffrons terriblement. Et depuis plus de 38 ans, ça dure. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Le Cameroun n'est pas la propriété exclusive de quelques individus. C'est la propriété de tous les Camerounais. Il y a des Camerounais, la majorité sont frustrés. Ne venez pas masquer des choses, ne venez pas farder la vérité. Cessez avec cette histoire. Dites aux Camerounais que c'est de trop. On ne peut pas être un pédagogue, être celui-là qui va donner de l'exemplarité à d'autres pays, alors que chez nous-mêmes, tout est en train de s'écrouler. Soyons quand même sincères dans notre démarche. Ayons une certaine potabilité dans notre démarche politique. Aussi simple que ça. Donc, moi, je suis très d'accord et j'estime que c'est même très tard la sortie de M. Kamto. Il devait le faire plus tôt parce que finalement, les Camerounais estiment qu'il faut l'urgence ou l'émergence d'une nouvelle classe politique qui n'a rien à voir avec ces histoires de M. Poubia. C'est de trop. Peut-être que là, on revient à vous tout à l'heure. On va au standard. On reste au standard. Un appelant nous attend. Monsieur, bonjour et bienvenue sur Ligne Rouge. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Bonjour, président Bandakani. Je veux dire merci à Dieu pour Afrique, pour tout ce que vous faites. Ce matin, je veux vraiment partager ce qui est dans mon cœur. Vous voyez, le président Maurice Kamto, je me pose souvent la question pour savoir, dans le MRC, est-ce qu'il n'y a pas de sociologue? Est-ce qu'il n'y a pas d'anthropologue? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent réfléchir pour voir la sociologie des Camerounais? Parce que quand nous voyons tout ce que M. Maurice Kamto fait, on a à se poser vraiment des questions. On a à se poser des questions. Les Camerounais sont dans le train du panafricanisme. Les Camerounais sont dans le train du nationalisme. Les Camerounais sont dans le train du Cameroun d'abord. Mais c'est comme si ce parti-là ne comprend pas ça. C'est comme si ce parti ne comprend pas ça. Comment est-ce que Maurice Kamto peut se lever pour dire qu'il faut des élections? Si il n'y aura pas d'élections régionales, c'est vraiment aberrant. C'est vraiment aberrant. Mais ce que je vais vous dire, c'est que Hubert Etundi, d'ici la fin de l'année prochaine, les militants du MSC vont chasser Maurice Kamto. Parce que c'est comme, quand vous voyez bien, c'est comme si c'est lui seul qui décide des choses. Il a fait pour les élections municipales et législatives. Les gens n'étaient pas contents. Aujourd'hui encore, il vient déclarer des choses. Tout ça là, tout ce qu'il dit là, discrédite ce parti-là. Qui peut faire vraiment de grandes choses, hein? Ce parti peut faire de grandes choses au Cameroun. Mais le fait que le président Maurice Kamto sort chaque fois pour dire des choses et que les Camerounais ne le suivent pas, discrédite ce parti-là. Et les gens, à un moment, en auront marre et ils vont lui dire, monsieur, il faut partir, laisse-nous notre parti et on va travailler. C'est un parti qui peut faire de grandes choses. Il peut faire de grandes choses. Mais une seule personne décide de tout. Vraiment, ceux qui sont sur les plateaux là, du MSC, ceux qui sont sur les plateaux du MSC, assumez ce que votre gourou dit. Il parle d'insurrection. Assumez cela. Et ça fait mal. Au
aux autres membres de ce parti qui veulent vraiment jouer le franc jeu parce qu'ils sont dans le train du panafricanisme, le train du nationalisme. Et j'invite Maurice Kamto à entrer dans ce train-là. Je vous remercie. Nous qui vous remercions pour votre disponibilité et votre fidélité à Afrique Média. Alors, président Bandakani, vous êtes président d'un parti politique au Cameroun, le Nouveau Mouvement Populaire. Vous avez suivi tout à l'heure les argumentaires des autres et je déplace un peu parce qu'il y a un problème de fixation sur des personnes. Il y a un autre problème sur la manière de pouvoir faire évoluer peut-être les institutions ou alors changer les systèmes et autres. Quelle est la part des choses que vous faites dans ce qui a été dit tout à l'heure? Et peut-être on revient dans l'actualité qui nous retient, c'est-à-dire ces déclarations de Maurice Kamto. Bon, mon cher Hubert Tundi, on peut se croire plus intelligent que les autres. On peut croire qu'on est très intelligent et fait dans la manipulation. Parce que c'est quand même contradictoire, extrêmement contradictoire, de dénoncer la fixation sur un individu, ce qui serait d'ailleurs fondé, mais en même temps de faire semblant de ne pas voir que le concerné se met constamment au devant de la scène. Quand vous êtes un homme public, un homme politique, vous vous mettez constamment au devant de la scène en prenant des mots d'ordre. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de vous? Si vous ne voulez pas qu'on parle de vous, vous ne donnez plus des mots d'ordre. Vous vous taisez. Mais quand vous mettez en première ligne, quand vous prenez des initiatives, c'est pour qu'on vous analyse, qu'on vous critique, qu'on analyse votre démarche politique, comme vous le faites d'ailleurs pour celui qui est au pouvoir. C'est la moindre des choses. Bon, ce sont les élémentaux d'une analyse sincère quand on veut faire, surtout quand on convoque la sincérité. Vous ne pouvez pas, en même temps, vous mettre en première ligne, en même temps, lancer les mots d'ordre à l'adresse de tous les Camerounais. Vous ne pouvez pas prendre en charge les enjeux d'un pays et dire après que nous on fait une fixation sur votre personne. À ce moment-là, ne parlez plus du président Biya. Ne parlez plus de lui. On va dire que c'est le président du Cameroun, mais vous-même, vous voulez le remplacer. À partir du moment où vous voulez le remplacer, quand on parle de vous, ce n'est pas une fixation sur votre personne. Donc arrêtons la manipulation. Nous ne sommes pas plus intelligents que les autres. Chacun est intelligent. L'intelligence est quelque chose de partagé, mon cher Bertundi. On peut l'acquérir par le travail. Si vous travaillez, vous devenez intelligent. Il y en a peut-être qui naissent très intelligents, mais il y en a aussi qui acquièrent l'intelligence en travaillant. Donc, à un moment donné, les intelligences se valent et s'équivalent d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de fixation sur le professeur Maurice Kamto. Non, il n'y a pas de fixation. On analyse la démarche d'un acteur politique, on analyse ses points de vue, on analyse ses mots d'ordre, point. Deuxième chose, et là encore, on va traquer simplement les contradictions des uns et des autres, les contradictions. Mon cher Eric Kimani a dit une chose, il dit que le système électoral camerounais est caduc, et que c'est 5% de personnes qui votent seulement. Donc à partir de là, les élus sont vomis. D'abord, le pourcentage là, c'est son pourcentage à lui. C'est son pourcentage à lui. Il faut qu'il précise ça. Bon, chacun a le droit d'avoir son pourcentage. Bon, à partir du moment où chacun a le droit d'avoir son pourcentage, M. Bertundi, il n'y a donc plus de pourcentage. C'est simplement logique. Bon, s'il dit que c'est 5%, moi il dit que c'est 1000%. Il a quel élément pour dire que ce qu'il dit est faux? Il n'a aucun élément. Puisqu'on est là, on est carrément dans le subjectif. Chacun dit ce qu'il veut. Donc, à partir de ce moment-là, si tout le monde dit ce qu'il veut, tout ce que chacun dit est vrai. Vous voyez, donc, moi, c'est tellement dans l'analyse logique. Alors, si on parle de son principe, donc, de mon frère Kimani, on va lui dire que, mais, comment vous ne pouvez pas vous proclamer élu avec le code électoral, là? Puisque vous êtes allé aux élections, ce code-là. Vous observez une contradiction. C'est une contradiction, simplement. C'est-à-dire que vous êtes allé à l'élection en toute connaissance de cause. Puisqu'à l'époque, beaucoup de gens interpellaient justement le MRC et son candidat dans leur coalition en leur disant que n'allez pas à l'élection parce que d'après cela, le code électoral est verrouillé. Vous comprenez? Je dis bien d'après cela, c'est verrouillé. Mais que répondait la coalition MRC? La coalition MRC répondait, vous vous rappelez les débats sur ce plateau pendant la présidentielle, que non, nous allons gagner. On va gagner avec le code là. Il y avait quelqu'un à Yaoundé à l'époque, M. Manga, qui a disparu, un certain Manga, Arnold Manga qui a disparu. C'était son ancienne matin, midi, soir. Que non, ils disent aux gens, on va gagner avec le code électoral. Donc, vous proclamez élu avec le code électoral, vous dites après que ce code électoral est vomi. Donc, si on fait justement
une démarche symétrique, une démarche transitive. Ça veut dire que votre président lui est vomi. Pas vous-même qui parlez. C'est une démarche. Les analyses sont illogiques et contradictoires. Donc, vous pouvez parler à une élection avec un code électoral que vous considérez comme vomi pour après dire que ceux qui sont élus par ce code-là sont vomis. Ça veut dire que vous êtes vomis. D'autant plus que je me répète à dessein par voie de manière pédagogique. Oui. À l'époque, quand vous allez aux élections, les gens vous ont dit de ne pas y aller. On peut sortir les vidéos ici. Et vous avez dit que non, vous allez gagner avec ce code-là. Et vous vous êtes autoproclamé élu à la faveur de ce code. Donc, la moindre des choses, c'est de ne pas dire que le code électoral qui vous a permis de vous autoproclamer comme étant président élu est un mauvais code électoral. Vous vous contradissez et vous vous flinguez vous-même. Deuxième contradiction. On ne va pas, mon cher Hubert Toundi, on ne va pas devant une cour constitutionnelle librement, sans être forcé par quiconque. On n'y va pas pour être juge et parti. Quand vous allez dans une cour constitutionnelle, c'est la cour par son président qui est juge. Ce n'est pas vous. Dans ce cas, vous n'y allez pas. Donc, si vous allez devant une cour constitutionnelle librement, pour après insulter la cour après le verdict, il y a un problème. C'est un manque d'élégance politique. C'est un manque de gentlemania politique. C'est un manque de convivialité constitutionnelle. C'est un manque de, ce que j'appelle ça quoi, d'élégance, purement, au niveau juridique. Je voulais rappeler qu'avant d'aller au Conseil constitutionnel... Quand vous dites ça, pour qu'on comprenne très bien, oui. Comment ça, est-ce qu'on ne peut pas aller être libre de dénoncer? À ce moment-là, bon, on assume les contradictions. D'autant plus que, pourquoi c'est grave pour le cas d'espèce? C'est grave parce qu'avant ça, quelqu'un s'est autoproclamé élu. Donc la cohérence aurait consisté à dire « je suis président élu » parce que je ne considère pas cette cour constitutionnelle. Ah, ok. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai posé la question. Il y a même les tests, hein, les tests qui ont... Allez lire le document où M. Kamto s'autoproclame président. Allez lire, vous allez voir ce qu'ils sont en train de dire. Donc, quand vous dites que vous auto-élisez, vous allez dire, je m'élis moi-même président. Alors que je sais qu'il y a une cour constitutionnelle. Puisque ce sont les institutions de ce pays-là qui vous ont fait candidat. Vous vous rappelez, cette cour, le conseil électoral pour le cas d'espèce au Cameroun a fait de M. Kamto candidat. Et en déclarant d'autres personnes qui voulaient participer comme étant incapables de compétir du point de vue de la loi. Vous comprenez? Donc, c'est les mêmes institutions-là qui ont fait de lui candidat 1. Maintenant, après l'élection, il décide que ces institutions ne valent rien. Il s'autoproclame président de la République. Donc, la cohérence, président élu, la cohérence aurait voulu qu'il n'aille pas à la Cour constitutionnelle. Mais 2 jours après son autoproclamation, en toute liberté, M. Kamto fait une requête devant la Cour constitutionnelle. Mon cher Bertundi, quand vous faites une requête devant la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, vous n'êtes pas juge et parti, c'est la Cour qui vous juge. C'est pour ça que vous allez devant la Cour, puisque en allant, vous reconnaissez que cette instance-là est habilitée, n'est-ce pas, à dire le droit en la matière querellée. Ah, c'est-à-dire par votre requête. Mais c'est clair, une requête, c'est cela. Puisque M. Bertundi, sauf si vous voulez piéger le Conseil constitutionnel. Et alors tout à l'heure, j'ai suivi quelqu'un qui a dit que on allait aux élections, on est allé à la Cour constitutionnelle parce qu'on voulait montrer au monde entier que le système là est mauvais et qu'on a épuisé tous les voies légaux en matière politique au Cameroun. Alors on va aller jusqu'à bientôt nous dire qu'on a fait 7 ans au gouvernement pour démontrer que le peuple est mauvais. Vous comprenez? La suite logique d'un tel raisonnement, c'est ce que je suis en train de vous dire. On dira demain au Cameroun que nous avons fait 7 ans dans le régime de M. Biya comme son ministre. Et je vous rappelle, qu'est-ce qu'un ministre? Un ministre est là pour exécuter la politique présidentielle. Écoutez bien. Et ce n'est pas un savant comme Maurice Kamto qu'on va apprendre que quand vous êtes ministre de Paul Biya et que vous l'acceptez, c'est que vous allez appliquer sa politique et rien que sa politique. Avec tout ce que cela veut dire M. Bertundi. Alors on y a passé 7 ans. Demain, on viendra dire au Cameroun que non. On est allé au gouvernement pour démontrer au monde entier que le régime Biya est mauvais. Vous comprenez? Non, soyons sérieux. Le sérieux, ce n'est pas pour certaines personnes, c'est pour tout le monde. Il faut être sérieux pour tout le monde. Donc cet argument ne tient pas. Ça ne tient pas. Donc, le MSC a le droit d'estimer que le code électoral est mauvais. C'est son droit le plus absolu. Ah, vous reconnaissez ça? Non, c'est son droit le plus absolu. Ce n'est pas ça que je critique. Le MSC a le droit de dire que le code électoral est mauvais. Le MSC a même le droit de dire qu'il faut changer ce code électoral. Mais ça s'arrête là. Mais de là à en faire une réclamation du peuple camerounais
c'est une extrapolation qui n'est pas fondée, M. Bertoundi. Le MSC n'est pas la seule force politique au Cameroun. Il y a d'autres partis au Cameroun qui sont plus importants que le MSC, alors nous parlons. Mais ces partis-là ne sont pas le MSC dans sa revendication. Donc la modestie politique voudrait que le MSC parle en son nom pour dire que non, c'est notre revendication. Et là, rien à dire. Mais quand on fait de ça maintenant... pour vous, pour bien se comprendre, parce que je vais vous retirer la parole l'instant parce que les téléspectateurs qu'on n'a pas pris là, il faut qu'on les prenne avant de revenir à vous tous. Oui. Alors, donc pour vous, il faudrait que la revendication ou les conditions se posent au niveau du MRC. C'est le droit le plus absolu, vous comprenez? Mais on est en politique. Mais quand on attribue au peuple camerounais dans son ensemble, le mot a un sens en politique, les revendications partisanes, c'est une démarche politicienne. Monsieur Bertoundi. Et souvent, je n'ai pas envie de commenter ça. Deuxièmement. Donc, vous voyez donc la différence. Troisièmement, monsieur Bertoundi, je veux finir par là. Oui, sortons par là, merci. Troisièmement, monsieur Bertoundi, évitons de prendre nos opinions à nous. Évitons de considérer nos opinions à nous comme étant l'opinion des Camerounais. Mais c'est encore plus grave, comme l'opinion du peuple camerounais. Évitons ça. Vous comprenez? Évitons ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la capacité à analyser la succession des mots d'ordre et à évaluer ces mots d'ordre. Non, nous sommes entrés dans l'émission par là, je vous remercie. Voilà. S'il fallait cadrer ça au plan stratégique de manière normale. Moi, je n'ai pas peur de ça. Donc, le MSC lance ses mots d'ordre comme il veut. Au Cameroun, il y a un État organisé qui peut se défendre. L'État camerounais va se défendre. Donc, le problème, ce n'est pas le mot d'ordre qui est lancé. C'est la cohérence d'une démarche politique. Lorsqu'on diabolise ceux qui sont en face, je termine. L'idée du président élu, mon cher Bertoundi, là, il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens si on est sérieux. Puisqu'on nous appelle à la sincérité. C'est une réunion en Belgique en 2016 où M. Kamto était présent, qui avait arrêté qu'on va à l'élection. Élu ou pas, nous déclarons qu'on est président élu. Les témoins sont vivants. Ça veut dire qu'on est en train de manipuler les gens. C'est-à-dire qu'avant l'élection, 2 ans avant l'élection, la stratégie du candidat, du président élu, était déjà arrêtée, avait déjà été arrêté. Donc, tout ça, les témoins sont vivants, et ils parlent, les témoins parlent. Les témoins sont vivants. Ils sont là, ils parlent. C'est suffisamment sérieux ce que vous êtes en train de dire. Peut-être on va revenir tout de suite. Bien sûr, on est dans une dynamique de manipulation permanente. Vous pouvez parler, vous allez une élection dans 2 ans, vous anticipez, vous dites que bon, si on va à l'élection, peu importe, nous allons dire que nous sommes déjà élus. Ça veut dire qu'avant d'aller à l'élection, vous saviez que vous devez perdre. Mon cher Bertoundi, il y a là un manque formidable de fair play politique qui est dommageable, n'est-ce pas, pour la convivialité démocratique dans notre pays. Les causes de la crise anglophone, Éric Timani a dit que sont les fraudes électorales. Ça encore, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux de faire dire à d'autres ce qu'ils n'ont pas dit. Ce qu'ils appellent anglophones, n'est-ce pas, nous disent que ce n'est pas la fraude électorale qui est leur problème. Les anglophones disent que leur problème n'a rien à voir. Ils disent qu'ils veulent créer un autre pays. Ils disent qu'ils sont marginalisés. Nulle part dans les revendications dites anglophones, la question de la fraude électorale a été soulevée, M. Bertoundi. Vous voyez donc l'amalgame. On amalgame, n'est-ce pas, les motifs pour s'aimer la confusion et manipuler les populations. Les revendications anglophones sont connues. Elles sont connues, M. Bertoundi. On va revenir. Dites-moi par quelle magie, n'est-ce pas, on amalgame, n'est-ce pas, les revendications d'un parti qu'on appelle NRC, n'est-ce pas, et les revendications dites anglophones. Par quelle magie on le fait? On va revenir, puisque c'est la deuxième articulation. Rapidement au standard, merci pour votre patience. Pasteur Soa nous attend. Monsieur, bonjour, bienvenue sur Ligne Rouge. Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y, Pasteur Soa. Tous ceux qui sont sur le Skype, je salue Stéphane Tibou, que la garde du soit avec vous. Je salue le peuple camerounais et je salue le président Paul Biya. Mais ce matin, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je vais simplement poser une question à Stéphane Tibou, que j'ai vu qui était du côté dans l'OTAN. Il était vraiment du côté de la République. Lorsque même on a eu le train qui est tombé, il était vraiment dans le train aussi, et vraiment. Donc aujourd'hui, je vois vraiment son activisme. Stéphane Tibou, voici ma question. Comment tu peux comprendre que quand tu es un homme de droit et
et qui est respecté en Côte d'Ivoire, au Ghana, ici et partout dans le monde entier, et qui allait aux élections, peut aujourd'hui avoir un tel comportement, doit attendre qu'un homme politique jeune qui vient, un homme politique, et il dit des choses et il se dédie. Et nous n'arrivons pas à comprendre. Ici au Ghana, nous n'arrivons pas à comprendre parce qu'un homme de droit, logiquement, il est censé réguler les choses et il explique les choses et il marche dans la justice. Mais quand il dit que c'est le président du Cameroun et il appelle à l'insurrection, il fait tout ça, vous qui êtes avec lui aujourd'hui, comment vous arrivez à comprendre et à expliquer? Est-ce que ça peut apporter une solution ou bien une paix au Cameroun, alors que le droit, c'est également de réguler les choses et la situation, surtout et la vie en société. J'interviens sur ce point pour que tu puisses mieux nous expliquer quel est le problème, ou c'est quelqu'un qui est derrière lui, ou bien c'est une puissance qui est derrière lui qui le pousse à cela, ou quel est le problème exactement. J'allais finir par ça soit depuis le Ghana. Je salue mon frère Yasser depuis Djikou. Merci à vous, Pasteur Soa. Je rappelle que vous vous appelez depuis le Ghana, vous êtes un exilé politique et votre fidélité nous honore. Afrique Média, on reste au standard encore un instant pour prendre un appelant qui nous attend. Monsieur, bonjour. Bienvenue sur Ligne Rouge. Est-ce que nous sommes avec l'appelant? Monsieur, allez-y, vous êtes à l'antenne. Allô? Vous êtes à l'antenne, allez-y. Est-ce que nous sommes l'appelant? Bonjour à vos invités, bonjour Afrique Média et merci au call center. Je salue particulièrement le président Banakani. Je salue également votre invité sur le Skype, M. Jules, et puis les autres. Et puis un salut très particulier au ministre de la propagande de son Excellence Maurice Kamto, M. Eric. Oui, puisqu'il dit que son président est élu. Donc je dis, Monsieur le ministre, je vais m'exprimer sur le thème de ce matin pour rejoindre un peu les propos de M. Banakani et de M. Jules. Moi, je veux bien comprendre un peu la malice qui habite M. Maurice Kamto à partir du moment où des élections ont été organisées en 2018 avec une commission électorale pour laquelle il a adhéré. Ça, c'est de un. De deux, Maurice Kamto savait très bien qu'il y avait un conflit dans la zone du Nozo et il est quand même allé aux élections présidentielles parce qu'il pensait qu'il allait gagner. Maintenant qu'il est sorti Loza, il a commencé à faire cette contre-propagande sur un système dont lui-même était l'auteur et qu'il connaissait très bien. Ça, ce sont des points d'interrogation et je continue toujours de me poser des questions de ces sorties que je peux dire hasardeuses qu'il a chaque fois qu'on veut connaître un semblant de paix. J'ai l'impression également qu'il vient toujours avec un liquide inflammable et un briquet pour toujours mettre le feu là où le Cameroun cherche des solutions pour sortir de crise. Et c'est triste pour un homme politique de sa trempe de pouvoir toujours être aussi médiocre. Je le dis, c'est pas pour choquer M. Eric, mais c'est juste pour attirer son attention. Il faut souvent être réaliste. Moi, je ne suis pas un supporter de M. Biya, mais je suis pour une république unie et je garde toujours le statut de républicain. C'est comme ça que je suis pour toute l'Afrique entière, pas seulement le Cameroun, le Côte d'Ivoire ou ailleurs. Mais j'aime là où se trouve le droit constitutionnel. Si M. Kamto dit qu'il est un vrai opposant, je lui conseillerais plutôt d'attendre 2025 et de revenir avec de bonnes armes pour pouvoir convaincre les Camerounais pour qu'on puisse se choisir, que de chaque jour mettre des bâtons dans le roue au président actuel élu et toujours continuer à faire ce que moi j'appelle, ce n'est pas une propagande, mais c'est faire l'idiote. C'est dommage que je le dise comme ça, mais c'est une triste réalité. Je ne peux pas comprendre qu'il puisse aussi dire aux gens de boycotter des futures élections qui vont avoir lieu sous prétexte qu'il n'y a pas la crise qui est arrangée au Nozo. Mais M. Kamto, je vous conseille d'être un bon médiateur auprès des Ambazoniens là-bas qui sont dans des zones où il y a de conflit. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas avec votre équipe de votre parti là-bas pour essayer de trouver une solution pour que les Camerounais voient que vous êtes vraiment l'homme politique qu'il faut?
Vous êtes caché quelque part, et vous allumez le feu, vous attisez le feu, vous attisez le haine, vous attisez la division, et vous parlez d'un Cameroun uni. Non, il ne faut pas qu'on rentre dans ces contradictions. Moi, je suis franchement désolé. Quand je vois le comportement de ces militantes en Europe, je vous assure que des fois, je me demande si des gens utilisent l'intellect pour parler, ou bien ils parlent parce qu'ils sont des muppets ou marionnettes. Sorry, mais c'est une réalité. Alors pour terminer, M. Hubert Etondi, moi je pense que, comme je l'ai dit encore, je reviens sur mes propos, ça ne sert pas à grande chose même de parler de ce genre de thème parce que ça vient animer de galeries. M. Kamto est mort politiquement, il faut qu'on le fasse de la circulation. Pensons comment on va régler le problème de nos eaux et aidons le président dans cette tâche. Voilà la mission que nous devons nous fixer. Je m'arrête ici. Je dis merci beaucoup à Afrique Média. Bonne continuation. Bye. Merci à vous, Peters, depuis l'Écosse. Et merci pour votre fidélité. Malheureusement, alors, Président Bandakani, très rapidement, on va terminer parce qu'on... Donne-moi un peu de temps, vous savez que j'ai été beaucoup interpellé par les uns et les autres. D'abord, comme toujours, moi, je fais de la pédagogie. Je traque les contradictions de ceux qui parlent. Et lorsqu'à un moment donné, vos contradictions sont ingérables, vous n'êtes plus dans la contradiction, vous êtes dans la folie. Vous êtes dans l'égarement. Vous étalez l'ignorance. Parce que vous mélangez les genres. Mon ami Kimani dit que M. Kamto s'adresse intuitive personae, donc sans considération de la personne du président Bila. Le même Eric Kimani dit que non, c'est une campagne de chassement. Et que dans le même libellé du même professeur, dans le même discours, il dit qu'il va appeler, il va faire une grande campagne pour le départ de M. Bila du pouvoir. Vous comprenez ce genre de charabia comment? Ça, c'est même plus un propos, c'est un charabia. Vous dites que vous ne parlez pas, vous ne le considérez pas, vous adressez à quelqu'un sans considération de sa personne. En même temps, dans la même déclaration, vous dites que vous allez organiser son départ du pouvoir. La contradiction, le conflit qui est entre M. Kamto et le président Biya, c'est quoi? Ce sont les affaires politiques. Ils ne sont pas des ennemis, à ce que je sache, à titre personnel. C'est une contradiction politique. Ils ont des problèmes politiques. De quoi est-ce qu'on parle? Donc voilà comment les gens qui aiment donner les leçons aux gens n'arrivent même pas à arranger même, arranger même leurs arguments sur un plateau. Deuxième contradiction, on dit, mon cher Bertondi, on me traite de malhonnête intellectuel, d'amnésique intellectuel. Alors je crois qu'une fois qu'on a dit ça, on va me sortir des arguments extraordinaires pour que je constate moi-même que je suis amnésique. Mais qu'avons-nous écouté? Monsieur Kimani lui-même, c'est-à-dire s'empêche dans des contradictions extraordinaires en convoquant un référendum pour justifier sa thèse de ce que le problème anglophone vient de la fraude électorale. Il convoque quelque chose de terrible. Et il dit que ça part du référendum qui avait présidé à la séparation d'une partie du Cameroun, une autre reste au Cameroun, une autre au Nigeria. Monsieur Bertondi, tout le monde entier sait. Ce n'est pas un régime camerounais qui avait organisé ce référendum. Vous le savez, non? C'est élémentaire. C'est organisé par l'ONU. Faut-il rappeler ça à M. Kimani? Faut-il rappeler à M. Kimani que ce n'est pas un régime, ce n'est pas le régime camerounais qui a organisé... C'est par l'ONU avant ça. Non. Je voulais démontrer la gravité de ce que les gens font en matière de contradiction. J'espère maintenant que M. Kimani va aller interpeller l'ONU. Qu'ils appellent tous les jours pour venir régler le problème du Cameroun. Et là encore, vous voyez la contradiction dans la démarche des gens. C'est-à-dire que vous accusez le RDPC de frauder les élections, vous dites que le problème anglophone vient de la fraude électorale. Quand on vous coince, vous convoquez un référendum qui n'a pas été organisé par l'État du Cameroun, mais qui a été organisé par l'ONU. Un référendum qui a même fait l'objet d'une plainte déposée justement plus tard par l'État du Cameroun à la Cour internationale de justice. C'est quand même terrible, mon chef. Je crois que les gens lisaient l'histoire de leur pays avant de venir parler. Il y a plus grave, M. Bertondi. Il nous a dit que... Écoutez bien, ça fait rire. Il nous a dit que... On va très rapidement. Je termine. Il nous dit c'est un raisonnement, qu'il y a ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde, la conclusion par l'expérience. Donc, M. Kamto est au gouvernement par l'absurde. M. Kamto est au gouvernement pour faire une conclusion par l'expérience. Donc il a fallu 7 ans d'expérience à M. Kamto pour découvrir que le régime Kayaoundé était un régime dangereux. Il a fallu un raisonnement par l'absurde, n'est-ce pas, à M. Kamto pour aboutir à la conclusion qu'ils ont aujourd'hui. M. Bertondi, imaginez-vous que le pouvoir LDBC reprenne cet argument-ci. Imaginez-vous que le pouvoir reprenne l'argument-ci.
Alors le pouvoir, donc, on peut donc dire que le NPC a mis 40 ans au pouvoir, 38 ans au pouvoir pour aboutir à une conclusion par l'expérience. C'est bien entendu. Mais à ce moment-là, qui détermine le temps de l'expérience? Qui détermine? Le pouvoir peut donc dire que non. Je n'ai pas encore eu suffisamment l'expérience du temps et de l'action pour, n'est-ce pas, organiser, d'après eux, la tenance au pouvoir. Ça fait rire. Mais vous voyez à quel niveau les gens peuvent basculer dans l'absurdité lorsqu'on veut dire n'importe quoi sur un plateau. Et tout à l'heure, je vous ai dit ça. Vous achevez? Oui, j'achève. Tout à l'heure, je vous ai dit que, ben, tout dit, les gens vont vous dire que M. Kamto est allé au pouvoir pour savoir si le régime NPC est bon ou pas. Ça n'a pas traîné. M. Stéphane Tshimbu vient de vous le dire. Il a dit, n'est-ce pas, que non, il y a passé 7 ans, n'est-ce pas, ça lui a permis de connaître le pouvoir, d'affiner sa stratégie. Vous voyez, non? Voilà les arguments. Je vous l'ai dit avant. Je chute. Monsieur Momo est ministre. Ministre Momo, vous voyez le traitement qu'on lui sert. Est-ce que M. Stéphane Tshimbu peut aussi autoriser le ministre Momo, pour son cas, à faire l'expérience, à affiner sa stratégie? Donc demain, lorsque ceux qui vont au pouvoir, ceux qui vont dans le gouvernement de M. Biya, quitteront notre gouvernement et deviendront opposants, j'espère que M. Stéphane Tshimbu va leur reconnaître le même droit qu'il est aujourd'hui en train de reconnaître à M. Kamto pour justifier leur démarche politique. Vous voyez qu'on est dans des arguments qui n'ont pas de sens. Je termine. Là, maintenant, je chute. L'insurrection, nous savons ce que c'est, M. Baïtoundi. L'insurrection est une affaire trop sérieuse pour être laissée dans les mains des amateurs. Donc, l'avis de Joseph-Marie Elundou, justement. Joseph-Marie Elundou, je vous ai vu très attentif à écouter vos deux prédécesseurs sur le plateau. Je rappelle que nous sommes environ 7, donc chacun aura son tour de parole. Nous avons tout le temps pour ça. Joseph-Marie Elundou, comment vous avez accueilli cet appel de Maurice Kamto, ou plutôt ces menaces d'insurrection, au cas où le code électoral ne serait pas révisé, au cas où la crise anglophone n'est pas, elle, également résolue? Bien, merci une fois de plus de me donner l'opportunité de donner mon sentiment, n'est-ce pas, face à ce que j'appelle la forfaiture. J'appelle cela la forfaiture. Vous savez, moi j'observe l'environnement politique du Cameroun depuis de longues années, mais sincèrement, je n'ai pas rencontré un acteur politique aussi incohérent que le président, que le ministre Maurice Kamto. Et je n'arrive pas personnellement à comprendre qu'est-ce qu'il veut. Et je suis vraiment persuadé qu'il a besoin d'être bien coaché. Il a besoin de quelqu'un pour lui dire qu'on ne peut pas en quelques mois ou en quelques années comme ça, dire une chose et son contraire, faire une chose et son contraire, dire une chose et ne pas l'exécuter, et dire une autre chose et revenir sur ses... Bref, c'est à vous donner le tournis, n'est-ce pas, le comportement de M. Kamto. Et je parle avec des exemples. Vous remarquez que aujourd'hui, le ministre Kamto est contre des élections régionales pour lesquelles son parti n'est pas concerné. Nous allons aux élections régionales. Pour aller aux élections régionales, il faut avoir des conseillers municipaux. Alors, il n'y a pas longtemps, le ministre Kamto a semé le doute, a semé la zizanie même dans son propre parti. Et j'en prends pour témoin certains qui ont eu le courage d'exprimer leurs sentiments en la personne, par exemple, de M. Célestin Ndiamène, qui a clairement exprimé son désarroi. À Yaoundé 2, où je vis, n'est-ce pas, la liste de Yaoundé 2 était prête. Et je me souviens très bien de celui qui conduisait cette liste. J'ai vu des gens se battre pour avoir tous leurs papiers et constituer des listes complètes, qui se sont retrouvés un matin avec une consigne de ne pas aller aux élections. Et ces élections-là déterminaient, chers amis, ces élections déterminaient effectivement la suite des enjeux, à savoir, il fallait passer aux régions.
D'autant plus que ce n'était pas un secret. Hein, la constitution du Cameroun le prévoit. La question du Nozo, qui semble préoccuper le ministre Kamto, président du MRC, était déjà sur la table. Alors, pourquoi n'être pas allé à l'élection, aux élections municipales et législatives? On nous a excipé la question du code électoral. Aujourd'hui, il ne peut pas être élu. Il n'a pas les moyens de participer à une élection. Maintenant, la question du code électoral, aujourd'hui, qui me paraît quelque peu incongrue pour l'instant, c'est que ce code électoral ne le concerne pas non plus, pour la simple raison qu'il n'est pas, n'est-ce pas, partie prenante dans les élections régionales qui arrivent. Autre contradiction, autre chose qui me paraît quand même, pour quelqu'un qui a le niveau que nous connaissons, la question anglophone. Alors, on a demandé le dialogue. On a demandé le dialogue pendant des années. J'étais avec d'autres acteurs de la société civile et politique, de ceux qui avaient vraiment travaillé, insisté, appelé au dialogue dans la question anglophone. Qu'il faut le dire, parce qu'il y a le représentant du MRC qui est complètement à côté de ses chaussures, qui ne comprend absolument rien des questions politiques au Cameroun, et qui semble lier la question anglophone à la présence de Paul Biya à la tête de l'État, ou encore au fait que le code électoral ne soit pas quoi que ce soit. Les anglophones sont clairs dans leur demande. Ils disent qu'ils ne sont pas camerounais, enfin ce qu'on appelle anglophones, n'est-ce pas? Ils ne sont pas camerounais et ils veulent leur État. Ils ne veulent même pas des élections. Ils ne veulent même pas un code électoral qui vienne de ce qu'ils appellent la République. Ils veulent leur État. Et que le monsieur du MRC qui est là ne fasse pas l'amalgame. N'est-ce pas, cet amalgame dangereux, n'est-ce pas, qui veut, n'est-ce pas, profiter de faire des compositions chimiques, n'est-ce pas, alchimiques même, en termes d'analyse, pour essayer de tromper un peuple qui, ma foi, fait attention, n'est plus facilement, on trompe plus facilement le peuple camerounais, parce que les Camerounais sont, quand vous les voyez dans la rue, ils sont bacheliers, ils sont licenciés, ils ont un master, ils ont au moins un BPC, ils savent lire et écrire, et ils ont l'expérience du pays. Donc, ça n'a rien à voir. Par contre, le MRC a refusé d'aller au dialogue, prétendant être intéressé par la question du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Ils ne sont pas allés au dialogue alors qu'ils étaient invités au dialogue. Pourquoi? Il y avait près d'1 millier de Camerounais là-bas. En quoi, qui est plus Camerounais que qui? Moi, je n'étais pas au dialogue, mais moi, je pense que les Camerounais qui nous représentaient là-bas, qui venaient parfois de très loin, avaient tous à cœur d'apporter une solution d'apaisement aux problèmes de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Des choses ont été arrêtées. Il y a eu un statut spécial pour les régions anglophones. Mais pour mettre ce statut spécial en marche, si vous tenez vraiment que la question anglophone soit réglée, il faut que les élections régionales aient lieu. Et que les régions spéciales, effectivement, voient le jour. Et lorsqu'elles vont voir le jour, on verra ce qu'on va mettre à l'intérieur comme disposition ou dispositif de fonctionnement de ces deux régions spéciales. Et peut-être que cela pourrait amener progressivement le pays vers l'apaisement. Donc si on veut véritablement parler des questions d'apaisement dans le Nozo, dans le nord-ouest du Cameroun, le sud-ouest du Cameroun, on doit peut-être également tenir compte du fait que dans la bataille des positionnements aujourd'hui, il y a les fédéralistes, il y a les régionalistes, il y a les sécessionnistes. Bien entendu, tous les Camerounais disent non à la sécession. Les fédéralistes sont également visibles, notamment avec le SIF, je crois, qui a cette disposition comme un de ses éléments de gouvernance au cas où il prendrait le pouvoir au Cameroun. C'est le fédéralisme. Et il y a les autres qui disent régionalisme, qui, effectivement, font partie de la majorité, dont Paul Biya également fait partie. Et d'ailleurs, s'inspire de la Constitution de 1996, qui, effectivement, avait prévu que le pays fonctionne avec un système de gouvernance régionale. Donc, si on est juriste, comme M. Kamto, et si on fait un peu d'analyse, toutes choses restantes égales par ailleurs, on devrait aller directement
encourager les élections régionales si on veut vraiment obtenir la paix dans le Nozo. Et ici, je voudrais dire également que lorsque vous faites de l'analyse stratégique et que vous voulez peut-être rapprocher les choses, mais le Cameroun et le Mali, ça n'a rien à voir ensemble. Et Limbi Lobé a pertinemment, n'est-ce pas, posé comment les évolutions se sont passées dans ce pays-là, en nous montrant clairement que le fait de changer de régime ou bien de faire des insurrections n'a rien prouvé. Allez regarder notre Centrafrique à côté, hein, c'est la même chose. Il y a eu plein de militaires, il y a eu des coups d'État, mais le pays est resté, n'est-ce pas, un pays difficile à gérer, un pays avec la rébellion permanente, un pays avec des armes partout. Donc, cela n'est pas une manière de gouverner le pays, ou de penser la gouvernance d'un pays. Enfin, il s'agit de quoi? Vous voulez appeler les Camerounais à faire quoi? Qu'est-ce que c'est que l'insurrection? À casser le Cameroun? À faire quoi? Est-ce que ce pays, notre pays, a besoin de ça? Le Mali était contrôlé à peine à 25% par IBK. Est-ce que c'est le cas du Cameroun? Le Mali est coupé en deux, n'est-ce pas, par une guerre, par des djihadistes soutenus par les grandes puissances qui exploitent le Mali. Une partie occupée par les Français qui exploitent tout l'or du Mali. Tout le monde le sait. Est-ce que le Cameroun est dans la même situation? Est-ce que le Cameroun, nous avons vu notre pays affronter par exemple la Covid-19. Le Cameroun a gagné la guerre de la Covid-19. La guerre du Nozo est en train d'être gagnée, pas seulement par les armes, mais même par les Camerounais eux-mêmes qui n'en veulent plus. Moi j'ai des amis dans le sud-ouest, Mouyouka partout, qui me disent ça se calme, de mieux en mieux, ça va aller, mais encourageons la paix. Nous ne pouvons pas être pendant que les gens se battent pour avoir un peu de paix dans le pays et que les jeunes, n'est-ce pas, puissent trouver de l'emploi, puissent se battre comme ils savent le faire, que des gens, n'est-ce pas, viennent avec, de manière incongrue, intempestive et complètement anachronique, viennent avec une histoire d'insurrection au Cameroun. Il n'y aura pas d'insurrection au Cameroun. Insurrection en tout cas dans ce sens. Si nous revenons sur le plateau tout à l'heure, nous vous dirons que le genre d'insurrection que nous allons proposer aux Camerounais, n'est-ce pas, dans les jours qui viennent. Je vous remercie. Alors, Maître Janvier Momo, comme tout Camerounais et comme tout citoyen africain, vous avez également suivi cet appel du professeur Maurice Kamto. N'est-ce pas légitime? Non, je pense que l'appel à l'insurrection ne saurait jamais être légitime. Justifier l'appel à l'insurrection par deux problèmes fondamentaux, à savoir la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest et le code électoral. Appeler à l'insurrection en suivant une certaine mode en Afrique, je pense que c'est négliger la spécificité ou la statalité du Cameroun. Revenant à la situation au Nozo, M. Bachir. Vous avez tous vu comment les revendications, le chapelet des revendications corporatistes au niveau du nord-ouest et du sud-ouest a été égrené en termes de résolution au niveau du pouvoir central de Yaoundé. Alors, est-ce qu'en résolvant ces problèmes soulevés par des corporations estudiantines et judiciaires, est-ce que la situation s'est calmée au nord-ouest, au sud-ouest? Non. Elle a pris une autre phase. Pourquoi? Parce que le mobile principal, c'était la sécession. Nous ne sommes pas des enfants. C'était la sécession. Sinon, on n'aurait pas observé une exacerbation, une exponentialisation du crime au nord-ouest et au sud-ouest. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que il y a des forces qui, à un moment donné, ont voulu que les deux parties anglophones du Cameroun ne font plus partie intégrante du pays, du triangle national qu'est le Cameroun. Et n'oubliez pas, vous avez organisé des émissions ici à Afrique Média qui nous ont prouvé à suffire que des entreprises, Kilimanjaro Capital en l'occurrence, ont financé la sécession au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, ont financé la désintégration
du triangle national camerounais des deux régions anglophones. Alors, vous voyez qu'à un moment donné, ce problème n'est pas lié à une forme de gouvernance dans les deux parties de ce territoire. Sinon, la commission de démobilisation, elle est sur le terrain. La commission de reconstruction, elle est sur le terrain. Pourquoi on observe aujourd'hui une phase terroriste du combat au nord-ouest et au sud-ouest? Justement parce que ces forces qui ont prévalu à l'existence de la crise au nord-ouest et au sud-ouest, ces forces continuent d'exister. Et c'est à ce niveau qu'il faut intervenir pour dire que si vous liez la demande d'insurrection populaire à ce qui se fait à la sécurité, aux problèmes sécuritaires au nord-ouest et au sud-ouest, vous êtes complètement à côté du sujet. C'est un faux fuyant. La spécificité du problème du nord-ouest et du sud-ouest n'est pas liée à la gouvernance du Cameroun. C'est vrai, moi, pour avoir fait du chemin, Douala, Kumba, Maniemen, Ngouti, Manfé et Kok. C'est vrai, il y a des problèmes infrastructurels. Il faut le dire, nous sommes honnêtes. Mais le problème de fond se trouve ailleurs. Et tant qu'on n'a pas résolu ce problème de fond, il y aura au nord-ouest et au sud-ouest ce que nous vivons aujourd'hui. Et je pense que le gouvernement de la République du Cameroun a pris la mesure de la chose et actionne à ce niveau. Premièrement, M. Bachir, en maintenant les forces vert, rouge, jaune dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Si vous faites le parallèle avec le Mali, je suis d'accord avec le précédent panéliste de Yaoundé qui vient de dire que IBK ne contrôlait pas le Mali, et c'est vrai. Et c'est l'une des raisons, il faut comprendre. Parce que quand vous parlez d'insurrection au Mali, il faut étudier l'insurrection malienne au fond. En réalité, les Maliens se sont rendus compte, et l'agent féminine au premier chef, que le pays n'avait plus son intégrité. L'intégrité du pays, du Mali, se résumait à la capitale, qui est presque au sud, et quelques régions. Le nord du Mali, Kidal et toutes les autres régions n'appartenaient plus au pouvoir malien, renforcés avec les accords de Ouaga de 2013 et les accords d'Alger de 2015. Les Maliens ont compris qu'ils avaient perdu le Mali. Quand vous liez l'insurrection, vous faites une demande d'insurrection en évoquant le Nozo et en prenant pour vitrine ce qui s'est passé au Mali, vous êtes à côté du sujet, une fois de plus. Donc, le cas du Nord-Ouest, le cas du Mali n'ont pas de parallèle avec le Cameroun. Il faut faire attention à ce niveau. Au Mali, nous avons assisté à une population qui s'est levée un matin pour dire « Mais le Mali n'appartient plus aux Maliens. » Et qu'est-ce qui se passe au nord du Mali, Kidal et autres? Mais c'est l'exploitation à outrance des richesses, et des richesses qui ne retombent, dont le fruit ne retombe pas dans le trésor public malien. La pauvreté ambiante, elle est demeurée. L'insécurité a galopé, et de toutes les façons, à un moment donné, vous comprenez que les populations se sont levées. Aujourd'hui, si je prends le parallèle avec le cas du Cameroun, mais les forces militaires camerounaises sont présentes dans les deux régions. Ce qui n'est pas le cas pour le Mali, où les réunions, les accords d'Alger interdisaient même les FAMA, c'est-à-dire les forces maliennes, d'aller dans le territoire à Kidal, au nord du Mali. Mais comment vous pouvez gérer un pays de façon partielle ou en partie? Donc, il faut être très, très vigilant et ne lions pas des problèmes qui se trouvent ailleurs avec la spécificité du Cameroun. Maintenant, s'agissant du code électoral, si le code électoral est mis auparavant de l'insurrection populaire, là encore, c'est une incongruité totale. Mais, M. Bachir, comment, de façon étonnante, vous pouvez déclarer être partant pour des élections locales c'est-à-dire qui sont appelées des élections de proximité, et qu'en dernière analyse, vous vous rechignez et vous voulez vous attaquer au code électoral, vous voulez vous attaquer au régional. Qui sont ceux qui vont au régional? Ce sont des conseillers municipaux. Mais vous, qui posez
comme condition pour ces régionales la révision du code électoral. Est-ce que vous avez une représentation sur le plan local? Est-ce que vous avez une représentation au niveau du Parlement? Autant de questions qu'il faut visiter pour, en réalité, étudier et comprendre que l'appel à l'insurrection populaire, qui est une infraction au regard de la loi pénale, ne se justifie pas dans le cas du Cameroun. Je pense que nous vivons dans un triangle national qui est marqué effectivement par la pauvreté. Oui, il y a la pauvreté, mais il y a une chose à éviter. On ne mélange pas l'insécurité à la pauvreté, parce que c'est la destruction de l'État, c'est la disparition de l'État. Je pense que sur ce point, que ce soit au niveau de Yaoundé, que ce soit au niveau de la population, de la société civile, les populations camerounaises sont suffisamment politiquement mûres, politiquement matures pour ne pas tomber dans ce genre d'erreur. Merci, Maître Janvier Momo. Nous retournons à Yaoundé. C'est bien sûr Jacques-Edmond Eyoum qui prend la parole à présent. Jacques-Edmond Eyoum, c'est à vous. Bachir, je dois déjà dire que les difficultés que notre pays connaît aujourd'hui sont dues en fait à son évolution en réalité. Contrairement à tous ceux qui ne cessent de pérorer que notre pays a été stagnant durant les 40 dernières années, notre pays en réalité a connu beaucoup de progrès, et ce sur tous les plans. Je ne vais pas ici m'étaler sur ce bilan-là sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan démocratique donc. Mais je voudrais rappeler que le président de la République, lors de son discours le 10 février dernier, s'adressant à la jeunesse camerounaise, est revenu sur un fait important. Et je voudrais un peu le paraphraser lorsqu'il s'adresse à la jeunesse camerounaise et lorsqu'il dit que, en mettant le processus de décentralisation en marche, cela donne l'exemple que dans notre pays, les problèmes qui sont soulevés peuvent se résoudre par la concertation, par le dialogue. Je pense qu'à partir du moment où un certain nombre de personnes se sont dites qu'elles se mettent en marge de la loi pour essayer de faire elles-mêmes la loi, veulent nous plonger dans un état de nature. Et dans ce contexte, il n'y a rien qui peut marcher. Nulle part dans le monde, on a vu des citoyens qui se font justice à eux-mêmes. On se retrouve en réalité dans la jungle. Et parlant de la jungle, j'ai comme le sentiment que c'est là que le leader du mouvement de la Renaissance du Cameroun, le MRC, veut conduire le peuple camerounais. Il veut en réalité instaurer un état de nature, de facto. Il veut instaurer une forme de jungle au Cameroun. Et j'avais commencé déjà à le crier et à attirer l'attention des uns et des autres là-dessus, lorsque du retour de son périple occidental, il avait organisé un meeting où un certain nombre de personnes s'étaient réunies, notamment à Daïdo, où il avait commencé à rappeler et il demandait aux Camerounais d'être prêts. J'avais fait une analyse à la suite de cela sur mon compte Facebook, où j'avais rappelé que cela me rappelle en réalité des processus de conditionnement moral, de conditionnement psychologique de la jeunesse camerounaise. Et sa cible principale, effectivement, c'est la jeunesse camerounaise qui, dans ce processus d'évolution, est à la recherche de plus de justice, a besoin de plus d'emplois, et donc il veut profiter de cette brèche-là pour conditionner mentalement la jeunesse camerounaise afin de suivre ses mots d'ordre à lui. Mais je pense que mal lui en prendra parce que la jeunesse est éveillée aujourd'hui et que la jeunesse sait très bien que l'époque que nous vivons au Cameroun, c'est une époque d'opportunité. Et paraphrasant encore le président de la République, il rappelait à la jeunesse que seul que lui, il a mis l'accent sur l'éducation. On ne va pas rappeler les chiffres. Le nombre d'écoles, d'universités qui ont augmenté au Cameroun, qui a augmenté au Cameroun, le nombre de possibilités pour les Camerounais d'aller à l'école, de bien s'éduquer, même les particuliers qui s'investissent, qui sont des entrepreneurs dans le secteur de l'éducation. Il a rappelé à la jeunesse camerounaise que c'est les jeunes Camerounais qui auront été bien éduqués et bien formés, qui auront plus de chances d'accéder à ces opportunités que le pays offre aujourd'hui. J'étais en train d'échanger avec quelques jeunes Camerounais récemment et je rappelais, nous étions en train de nous rappeler qu'en réalité, nous sommes dans un pays de beaucoup d'opportunités et que si un jeune se levait avec son talent, avec sa capacité et qu'il ajoutait à cela la détermination
détermination qui est une valeur nécessaire pour tout jeune dans le monde. Il n'y a pas un pays dans le monde où vous vous levez un matin et on vous sert de la nourriture sur un plateau sans que vous n'ayez travaillé. Si vous n'avez pas travaillé, il y a d'autres qui travaillent pour que vous puissiez en bénéficier. Et d'ailleurs, nous, les pays africains aujourd'hui, nous travaillons pour que certaines personnes dans d'autres parties du monde bénéficient d'un certain nombre d'avantages au point où, même étant au chômage, ils ont des salaires. L'Afrique a payé ce prix-là. Et si nous rêvons en nous disant que nous pouvons être comme cela, nous ne sommes pas des colons et nous n'avons pas de colonies à partir desquelles nous pouvons nous permettre de nous servir afin d'avoir de l'argent à payer à des personnes qui ne vont pas au travail, qui sont au chômage et qui ont des salaires à la fin du mois. Il faut que les jeunes Camerounais déjà comprennent qu'il est important aujourd'hui de savoir et de comprendre que nous sommes à l'ère des opportunités dans ce pays et que le jeune qui s'y met véritablement dans sa capacité, dans sa compétence, dans sa volonté et avec détermination peut réussir. Le rêve camerounais est possible. Quand j'ai dit ça, j'ai planté le décor pour essayer de réagir sur ce que M. Éric Timami, de l'autre côté, a essayé de dire, parlant par exemple d'un leadership vacant. Effectivement, mon aîné, M. Elimbi Lobé, sur le plateau central, a déjà apporté un certain nombre d'éléments de réponse. Ce ne sont pas des propos incantatoires ou alors des arguties qui font la force de l'argumentaire que l'on pose ici au cours d'un débat aussi sérieux. Mais en réalité, lorsqu'on parle d'un leadership vacant, vous parlez de quel leadership vacant? Le leadership vacant qui classe le Cameroun par l'une des plus grandes institutions sur le plan économique dans le monde, qu'on appelle Moody's, qui place le Cameroun comme deuxième économie la plus résiliente en Afrique subsaharienne. Je voudrais rappeler ce que c'est que résiliente. Ça veut dire robustesse, ça veut dire solidité, ça veut dire que ce leadership dont vous dites qu'il est vacant a placé le Cameroun comme la deuxième économie la plus robuste, la plus solide en Afrique. Où est la vacance dans ce leadership? Lorsque vous parlez de leadership vacant, voudrez-vous parler de ce Cameroun qui, par rapport à la lutte, la riposte contre la maladie au coronavirus, que vous avez tant vilipendé en disant que chez nous, les frontières sont encore poreuses et qui s'avère aujourd'hui, j'aime bien ce que la chaîne nationale ici au Cameroun fait avant le journal, au début de chaque journal, chaque édition du journal du 20h30. Chaque fois, il passe un message du président, son fameux discours du 19 mai, dans lequel il rappelle que le port du masque deviendra obligatoire. C'est récemment encore, c'est hier que le Premier ministre français est en train de rendre le port du masque obligatoire, alors que le Cameroun l'a annoncé depuis le mois de mai 2020. Vous parlez de quel leadership? Où est la vacance du leadership à ce moment-là? Je m'adresse à M. Éric Timami et à tous ses sbires et à tous ses sympathisants et à tous ses leaders du MRC. Vous parlez de la guerre au Nozo qui doit être arrêtée. Parce que certains, utilisant toujours des inepties, des arguties, se mettent à dire que ce serait le président qui aurait déclaré la guerre de ce côté-là, donc c'est à lui de l'arrêter. Messieurs, je voudrais vous dire, j'aime bien ce que Maître Janvier Momo a rappelé, il y avait bel et bien un plan. Ce plan qui avait pour objectif d'en arriver là, d'arriver à la partition du Cameroun. On parle même de partitionner le Cameroun en 3. Ça a commencé avec le Boko Haram au niveau du nord-ouest du septentrion, la grande partie nord du Cameroun, où nos frères de ce côté ont dit nous ne voulons pas de ça chez nous. Et parce qu'ils se sont levés, ils ont contribué, ils ont collaboré avec les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, cette zone est davantage sécurisée. Vous voulez que les responsabilités individuelles ou alors les responsabilités collectives incombent à un seul individu aujourd'hui. Parce qu'il est le président de la République, on ne saurait le décharger de cette lourde tâche. Mais on ne saurait non plus lui imputer les péchés des autres. À partir du moment où une jeunesse a été conditionnée, et parmi les gens qui conditionnent la jeunesse, il y a les sympathisants de M. Éric Timami et de M. Maurice Kamto, qui ont conditionné la jeunesse camerounaise. Lorsqu'à partir de la diaspora, des jeunes qui se disent sympathisants et soutiens du président Maurice Kamto se mettent à casser des ambassades, se mettent à collecter de l'argent dans le but de financer les Field Marshall sur le terrain pour décapiter des femmes, pour tuer leurs propres frères au nord-ouest et au sud-ouest. Comment est-ce que vous appelez ça? Comment est-ce que vous voulez qu'une seule personne, un seul individu, à partir du moment où un Ayabacho, un Ebenezer Akwanga, un Eric Tato, depuis les États-Unis, peut commanditer des meurtres et peut commanditer qu'on découpe les membres des familles, des personnes ici au Cameroun? Comment vous voulez qu'une seule personne puisse arrêter cela? Mais cette personne n'en a pas moins fait montre de volonté et de fermeté face à toutes ces choses, en accordant un armistice, en accordant
une grâce présidentielle à tous ceux qui ont commis ces meurtres-là. Comment vous voulez qu'une seule personne arrête cela? Je pense qu'il n'y a pas seulement incohérence, il y a incongruité au niveau de ces hommes politiques que j'ai envie d'appeler responsables politiques, mais que je suis enclin plutôt à appeler irresponsables politiques. Des personnes qui ne mesurent pas leurs paroles. À partir de ce moment, mon cher Mohamed, je voudrais encore parler de la libération des prisonniers politiques. C'est assez long. Je suis d'autant plus outré. Selon le professeur Mia Assouté, l'insurrection n'est pas, elle n'a jamais été, elle ne sera jamais, en démocratie, un projet de société et moins encore un programme politique de gouvernance et de développement pour un pays civilisé comme le Cameroun. Ici, Christine Muriel, correspondante permanente, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.